Alors, Danny Briand, bonsoir. Vous êtes, Danny, notre TTO de la semaine. Vous étiez où, alors? On dit que vous étiez coincé dans une cabine UV. Non, c'est naturel. Hein. Ah ouais, c'est naturel. Je suis né en Afrique du Nord. Eh ouais. Alors, aujourd'hui, vous revenez avec un nouvel album, le 12e, qui s'appelle Rock et Swing. C'est la grande réconciliation du rock et du swing, parce qu'en fait, le rock avait remplacé le swing, et vous les réunissez. C'est ça, il y a toujours une haine entre les rockers et les crooners. Ouais. Je sais que Sinatra détestait le rock, il trouvait ça vulgaire. Moi qui aime les deux, j'ai voulu faire la réconciliation, parce que c'est deux musiques qui ont la même source. C'est le swing de la Nouvelle-Orléans, et le rock, c'est juste du swing un petit peu plus animal, un petit peu plus sauvage, qui a, si vous voulez, intégré la musique blues, la musique noire, ce que n'avait pas fait Sinatra. Ouais. On va regarder à quoi ça ressemble. C'est l'amour qui rend heureux, c'est lui qui met dans mon cœur de l'espoir et du ciel bleu. Et c'est le secret du bonheur, c'est l'amour qui fait trembler le cœur des adolescents. C'est l'amour qui fait rêver, qui donne envie d'un enfant. C'est l'amour qui rend heureux, mais c'est un jeu dangereux, car on aime s'y soumettre, même s'il nous rend malheureux. Danny Briand. Alors c'est pas un album, c'est un voyage dans le temps, ça, non? Oui, je suis retourné à Memphis pour le faire, puisque pour moi le rock... Chez Sun Studios, où est né le rock'n'roll, le 5 juillet 54, quand Elvis, après 8 heures de recherche, ils n'avaient pas trouvé quelque chose de concluant. À un moment, il s'est mis à accélérer un vieux blues d'Arthur Crudup qui s'appelait That's Alright Mama. Sur les conseils de Dick Rivers. Et Sam Phillips, le producteur de l'époque, a dit ne touche pas, on tient quelque chose là. Et le rock est né ce jour-là au Sun Studios. Donc je suis retourné là-bas pour essayer d'avoir un peu le parfum de ça. Ah bah oui, il y est le parfum. Alors pour vous, c'est un retour aux sources parce qu'à l'âge de 20 ans, vous faisiez partie d'un petit groupe baptisé les Zazous de Paris. Tout à fait. Vous étiez habillés 50s et vous alliez dans des clubs comme le Bellagio, la Nouvelle Ève, le Royal Lieu, qui était un endroit absolument fabuleux, magnifique, qui a été détruit. Qui est devenu un parking, voilà, c'est quand même... Ouais, c'est scandaleux. Bon, c'était Albert de Paname, Albert Green Touch, qui faisait ces soirées. Et on était un petit noyau, on était une centaine. On dansait le Lindy Hop. C'était ça le nom de la danse swing. Et on n'était pas nombreux. Et là, il y a un an, je suis allé à Londres, je suis allé au Winton Music Hall, et j'ai vu toute une jeunesse qui s'habillait vintage comme nous à l'époque. Et qui refont du Lindy Hop. Et c'est un mouvement qui est en train de s'étendre dans le monde entier. Tant mieux pour vous. Et le swing revient. Bah oui. Alors vous dites, c'est la dureté de notre époque, les attentats, qui m'ont donné envie de replonger dans cette musique de l'après-guerre qui procure de la joie et qui fait danser. Bah oui, j'ai trouvé... quand il y a eu les attentats, j'étais comme tous très meurtri, je ne savais plus quoi faire, j'avais plus d'inspiration. Et donc, je me suis dit, quelle est la musique où on danse sous la pluie, où on danse sur les bombes? C'est le swing. Parce que cette musique a été créée pendant les périodes de guerre. Ah ouais, pendant la guerre, Glenn Miller et tout ça. Voilà, les mecs, et même, ils ont libéré la France avec le swing. Ouais. Et c'est la musique, je crois, qui donne la joie, c'est la danse du bonheur, c'est la joie de la danse. Et je me suis dit, voilà, je vais faire un album de swing. Alors, ce climat d'attentat, vos parents l'ont vécu déjà en Tunisie. Deux ans après votre naissance, qui était le 28 décembre 1965, à Tunis, sous le nom de Daniel Cohen, vos parents sont victimes d'actes antisémites, l'épicerie familiale est saccagée, vos tantes sont violentées, la synagogue où votre oncle était cantor est incendiée. Et vous dites, notre vie s'est écroulée en une après-midi. Ah oui, c'est vrai, parce que vous savez, la Tunisie, dans les années 60, c'était vraiment un modèle de tolérance. Il y avait toutes les communautés. Il y avait les Italiens qui étaient catholiques, il y avait une communauté juive qui était là depuis très longtemps, des musulmans, et tous ces gens-là étaient très pacifiques. C'était la Dolce Vita, c'était formidable. Et tout d'un coup, bon, c'est un petit groupe d'extrémistes, c'est pas tout le pays qui s'est ligué contre les juifs de Tunisie. C'est vraiment un petit noyau. Mais si vous voulez, la confiance était perdue. Même le président Bourguiba est venu en disant ne touchez pas aux juifs, c'est nos amis, on veut les protéger. Mais si vous voulez, il y a quelque chose qui s'est brisé. Donc on est arrivé tout de suite, mon père a tout laissé. Vous êtes arrivé en France. Voilà. Votre père devient manutentionnaire dans un supermarché, c'est quand même... Voilà, ça c'est la chute. Ça c'est hard. Bah oui, parce qu'il était un peu bourgeois là-bas, il avait des grands magasins, un peu comme le père de Claude François, parce que j'ai vu le film, c'est un peu le même genre. C'est un peu la même chose. Et tout d'un coup, il se retrouve à 27 ans, manutentionnaire, tout ça, et ça lui a fait un petit choc quand même. Et votre mère devient caissière.
Et ma mère est engagée caissière, mais elle reste pas longtemps parce qu'elle préfère s'occuper de nous après. Alors votre mère, elle écoute ça à la radio. Il est mort, le soleil, quand tu m'as quitté. Et vous écoutez ça. Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux, mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Ah, c'est une révélation. On vous appelait Bambino, faut dire. Voilà, on m'appelait Bambino, c'est vrai. Et puis c'est toute cette communauté un peu judéo-italienne, parce que vous savez que les Juifs de Tunisie viennent de Livourne. Ouais. Il y a beaucoup de mélange avec l'Italie. Donc tout ce qui est italien, évidemment, ça m'a toujours touché. Et Dalida, c'est la même chose. C'est une émigrée qui arrive chassée après des problèmes d'Égypte. Et c'est vraiment l'idole de ma mère. Ma mère s'identifie en Dalida. Elle s'habille comme elle se coiffe comme elle, et elle chante ses chansons. Donc j'ai été élevé au son napolitain de la musique, et voilà. Ça m'a donné de Dalida. Moi, ma mère qui s'appelle Ginette, elle faisait la gueule tout le temps, on l'appelait Gigi la morose. Comment elle va, ta mère? Elle va bien, elle t'embrasse. Ah oui, je l'adore, ta mère. Elle a un peu olé, mais bon. Non, mais elle avait envie de construire avec toi. Elle voulait un truc stable. Comme une différence d'âge, je suis beaucoup plus âgé qu'elle, quand même. Oui, mais c'est une enfant, tu sais. Alors, à l'adolescence, vous vous encanaillez dans des clubs de swing à Saint-Germain. Et le patron des Trois Maillets, c'est historique, c'est la légende de Danny Briand. Chaque soir, lui dit « Allez, vas-y, Danny, sois brillant ». Je suis sûr, c'est vrai. Et l'autre, il s'est appelé Danny Briand. Ouais. Non, c'est-à-dire que je trouvais que ça faisait un peu Las Vegas. Ouais. Parce que moi, c'était mon style. Je voulais remettre les crooners au goût du jour. Ouais. J'avais choisi ça comme emploi. En plus, il était vacant, puisque plus personne ne reprenait de swing de Dean Martin. Donc, je trouvais Danny Briand, ça le faisait. Quoi. Ah, c'est bien comme nom. Ouais. Alors, parallèlement, vous faites quand même le cours Florent. Vous êtes fan de Francis Huster. Et un jour, Francis vous demande une chanson pour un film qu'il fait. Et vous écrivez Suzette, quand même pas mal. Le problème, c'est que c'est Huster. Il le coupe au montage. Le mec. Bon, non, mais il m'a dit que c'était le producteur. Ah bon? Ouais, c'est pas lui. Il n'est pas courageux, en plus. non. Alors, la chanson est donc coupée au montage, mais ça lance votre carrière, parce que tout le monde se souvient 5 de ans après, ouais. Suzette et des autres chansons. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison chaque fois que je vois Suzon. Bien à Saint-Germain. Non, bon, allez, bien à Saint-Germain. Allez, bien, allez, bien. Yeah, les filles qui m'intéressent. À tout le reste, je m'en fous. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. En chantant ta voix, je suis fou de joie. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. En chantant ta voix, je suis fou de toi. Hop, Danny Briand. Vous avez quand même vendu 5 millions d'albums. Pas mal. Il a bien fait de changer les paroles, parce que moi, je connais l'ancienne version, Danny. C'était quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand je vois ton cul, je suis très déçu. Oui, c'est vrai. Et au dernier moment, il a dit, je le sens pas. Ouais. T'as bien fait. Alors, comment ça va? Ça va bien? Bah écoutez, très bien. Vous dites dans les interviews, j'ai disparu depuis 4 ans à cause d'une maladie grave. Non, mais c'est un peu exagéré. Oui. C'est vrai que j'ai eu un petit souci, mais qui s'est vite réglé. Parce que j'ai cédé un peu aux sirènes du théâtre. En 2011, on est venu me proposer une pièce de théâtre. J'ai fait une pièce de théâtre pendant 2 ans. Et c'est pas mon métier. Donc j'ai forcé un peu sur. Ah oui, vous étiez un peu surmené, quoi. Un peu surmené. Et après, vous avez été un peu déprimé. Et voilà, et après, j'ai Vous avez perdu eu un peu... passage à vide. Exactement. Oui, d'accord. T'étais dans le trou. Faut l'enfoncer plus. Il est faible. C'est maintenant qu'il faut le choper, il est faible. Alors, je me suis déconnecté un peu de la musique. Ouais. Voilà. Ça, vous n'avez pas eu une maladie grave, en fait. Non, c'est on pas est grave. rassuré, alors. Non, je suis en bonne santé. Alors, heureusement, il y avait Nathalie. Ça, c'était important, ma femme, hein. oui, qui était là. Ouais. Et c'est bien, en fait, dans ce métier, il faut toujours soigner les gens qui étaient là quand il n'y avait personne. Ouais. Et les gens qui sont là quand il y a un peu moins de monde. Bah, faut dire quand même une chose, Danny. Sous vos airs macho, en fait, vous vénérez les femmes. Bien sûr, bah oui. Vous J'ai avez fait plein un- de chansons sur les femmes, tout à Ah, tout ce que j'ai vous fait. n'êtes intéressé J'ai que fait par les femmes tant que qu'il vous y aura des vénérez. femmes, le monde aura une âme. Bah oui. C'est On va- l'amour qui rend heureux. On va regarder ce que vous Vous, les disiez. femmes. On va regarder. Femme, je vous aime. Vous êtes très pro-femme, hein, vous. Hein. Vous dites il y a peu de femmes parmi les terroristes. Si les femmes étaient au pouvoir, les guerres cesseraient. Donc vous êtes très...
J'ai même dit les grands hommes de demain sont des femmes. Ouais, belle phrase aussi. C'est vrai, non? Non, je crois que les femmes, c'est la vérité. Ouais. Enfin, j'ai toujours été entouré de femmes, comme je suis un Méditerranéen, j'ai toujours été élevé par les femmes, par ma grand-mère, par mes tantes, et elles m'ont donné leur humanité. Ouais. Enfin, la vraie révolution de notre époque, c'est l'avancée des femmes dans la société aujourd'hui. Elles sont de plus en plus présentes, et je trouve que c'est un bien. Parce qu'elles apportent avec elles des valeurs féminines, de la douceur, de la compassion, de la solidarité, de la tendresse. Pas de concours de couilles et de bites. C'est pas celle qui l'a la plus longue, c'est sûr. Voilà. Non, mais ça, c'est pas d'hier. Hein. Non. C'est il y a 15 ans. Hein. Vous n'avez pas attendu Balance ton port pour dire du bien des femmes. Oui, parce que je suis un mélange. C'est-à-dire que de l'extérieur, je pense que j'ai l'air très masculin. Non. Et à l'intérieur, je suis très féminin. Ouais. Donc, Oui, ça, je oui. m'entends très bien. J'essaie de lui lancer des perches. Ouais, bah oui, il faut l'aider un peu. Il est vieux maintenant. Bon, au boulot, mon gars. Ah, ça marche. Alors, je voulais dire, comme j'essaie de remettre en fait le Lynn Diop, j'ai pris avec moi un couple de Lynn Diop. D'accord. Voilà, qui va Donc danser. on va voir des gens danser le Voilà, Lynn Diop. c'est ça. Très bien. C'est l'amour qui rend heureux, c'est lui qui fait voyager, c'est l'amour qui fait danser ma joie et ma vérité. C'est l'amour qui rend heureux, c'est lui qui met dans mon cœur de l'espoir et du ciel bleu, et c'est le secret du bonheur. C'est l'amour qui fait trembler le cœur des adolescents. C'est l'amour qui fait rêver, qui donne envie d'un enfant. C'est l'amour qui rend heureux, mais c'est un jeu dangereux, car on aime s'y soumettre, même s'il nous rend malheureux. C'est l'amour qui vient combler la peine de ceux qui ont faim. C'est l'amour qui dit je t'aime quand on ne croit plus en rien. Ça commence par un sourire, ça grandit dans les baisers, et quand on croit en mourir, un instant d'après il renaît. C'est l'amour qui rend heureux, on le disait dépassé, mais on n'a rien trouvé de mieux, car c'est l'amour qui rend Et les Sex Pistols, c'est pour Paul Taylor. Bonsoir. Alors, Paul, vous êtes anglais, vous êtes humoriste, vous êtes sur la scène de la Nouvelle Ève tous les jeudis, vendredis, samedis à 20h avec votre spectacle qui s'appelle #Franglais. C'est un one-man show, moitié en anglais, moitié en français, où vous racontez votre vie d'anglais à Paris en jouant sur les clichés, sur les différences. La bise, Ouais. ça vous choque? Ouais, ça m'a choqué au début parce que je connaissais pas le système et je connais toujours pas le système. Et de ce que j'ai découvert, les Français connaissent pas le système non plus. On sait pas quel côté du Combien de visage. bises il faut faire, ouais. Bah, ça dépend des régions et Ouais, c'est même vrai. vous êtes mal à l'aise. Je vous vois entre vous être un peu mal à l'aise avec ça. Donc c'était un truc que j'avais observé et donc je ris de ça. Mais maintenant que vous êtes dans le showbiz, la bise, il va falloir vous y faire parce que C'est tout le temps, ouais. tout le monde se fait la bise dans le showbiz, ouais. comme disait Doc Gineco. Dans un évidemment. premier temps, après on va... Si vous deviez faire une bise à Christine, par Ah non, exemple, ça me dégoûte. Ah, vous en non. ferez combien? Ah non, Bah, non. merci. Non, non, non. Je crois que ça le dégoûte encore plus, Christine. Détends-toi. Dans votre spectacle, vous parlez aussi des faux amis. Par exemple, un dressing. Les Français pensent que c'est un endroit où les Anglais rangent leurs vêtements, alors que pour les Anglais, un dressing, c'est une sauce, quoi. C'est ce qu'on French met sur une salade, ouais, dressing c'est ça. Il y en a pas mal d'anglicismes, enfin des faux Ouais. anglicismes. Ouais. Le smoking, par exemple, ça, Ouais. c'est smoking pour nous, c'est quelqu'un tuxedo. qui fume. Tuxedo en anglais. Tuxedo, Ouais, c'est ça. Donc je sais pas pourquoi on n'a pas. Pourquoi on a dit Ouais, smoking en France, ouais. Je sais pas. Dans votre spectacle est là-dessus. Donc on regarde à quoi ça ressemble. Welcome
to the show. Thank you so much for coming. On est à Noël pour voir Paul Taylor. Ça va parler mi-anglais, mi-français. On est là pour parler franglais. Je vais changer au fur et à mesure du spectacle de langue, donc si vous n'êtes pas confortable avec ça, well, you can fuck off back out the door if you want. Essaye de le jouer comme as. S'il y a un truc qu'il faut pas taper dans Google, c'est les deux mots ensemble comme as. C'est pas du verlan ça. Toi là, tu vas m'arranger ça de suite, ok? Le mec devant moi, il a fait. Mais voilà, je passe pour un débile à chaque fois. It's just fun to see how he makes fun of the French, but it's in a really nice and lovely way. Je t'emmerde, I put shit inside of you. C'est pas un mot ça, c'est des bruits, des sons qui sortent. Fameux. Hey, Paul, arrête de chercher midi à 14h, putain. Excuse me, do you by any chance speak English? But yes, of course I speak English. I'm from Madrid. Por supuesto. Guys, thank you so much. You've been fantastic. Thank you, guys. Paul Taylor à la Nouvelle Ève. Alors, si vous parlez si bien le français, c'est parce que vous l'avez appris très jeune, en fait. Vous êtes né le 11 octobre 1986 à Londres. Père anglais, mère irlandaise. Mais Hear the voice. Yes. Thierry, I am sorry, but I am not clever enough to comment in English. Ah, faites-le en français, on traduira. Je vais voir ce que je peux faire. Donc, père anglais, mère irlandaise. Vous grandissez d'abord à Genève, puis en France. Vous avez 9 ans quand vos parents divorcent et vous repartez à Londres. Mais le français vous manque et vous décidez de l'étudier à l'université jusqu'à ce que vous rencontriez une Française, Adeline, qui deviendra votre épouse. C'est ça. Vous la fatiguez pas trop avec vos conneries, votre femme? Ouais, c'est beaucoup. En fait, c'est elle qui prend toutes les blagues en premier. Et surtout, c'est une grande inspiration parce que souvent, les malentendus, c'est entre moi et elle, en fait. Ouais, ça commence comme ça. C'est ça, et puis un jour, vous avez 22 ans, le destin. Vous assistez pour la première fois à un spectacle de stand-up à la fac. Et là, c'est la révélation. Vous vous dites, c'est ce que je veux faire, en fait. C'est ça. Il y avait un spectacle de stand-up à l'université. Et en fait, il y avait 2-3 personnes qui ça réagissait pas, ça rigolait pas, en fait. Et moi, j'avais du mal à comprendre comment ils étaient payés pour pas faire rire. Et je me suis dit, ça doit être pas si compliqué que ça. Donc, c'est un métier. Et après, j'ai appris très vite que j'ai fait des scènes ouvertes et ça bidait totalement. Et j'ai fait, ah d'accord, c'est plus compliqué que prévu. Là, vous essayez les scènes ouvertes à Londres. Ouais. Ça doit être dur, ça, non, au départ, là? Bah la culture anglaise dans les clubs de comédie, c'est très... on s'assoit et on a le droit de gueuler quand on veut. Si au bout de 30 secondes, c'est pas marrant, on peut dire « fuck off, get out ». C'est dommage, c'est pas pareil en France. Il y a des mecs qu'on traîne depuis 30 ans qui sont nuls. Par exemple? Non. Alors, en 2009, vous apprenez que votre employeur, Steve Jobs, ouvre des magasins en France. Donc, vous revenez en France avec Adeline. Et là, c'est une période assez crevante de votre vie, un peu comme les produits que vous vendez. Votre batterie se décharge très très vite dans la journée. Vous êtes fatigué. Mais le stand-up vous trotte toujours dans la tête. Et en 2015, vous décidez de vous consacrer à la scène et à YouTube. On regarde. What the fuck, France? Hi, my name's Paul Taylor. I'm English, but I live here in France. And one of the things that I've never understood is French cinema. Hey, tu m'as pris pour un Marseille ou quoi? Allez, dégage du siège, t'es même pas handicapé. What the fuck, France? I know, you invented the art of cinema, Jean-Pierre Lumière, so I should be respectful. No! Just because you invented something, it doesn't mean that it's any good. French cinema is like English sports. It's great until you realise that we invented cricket. And French cinema is exactly like cricket. It's boring. It's boring for 3 reasons. Number 1, clichés. Hey, why the fuck am I in black and white? Oh, that's right, because the only French film to win Best Picture at the Oscars was a black and white silent film. Film titles. They're all so pretentious. Je vais bien, ne t'en fais pas. De battre mon cœur, c'est arrêté. Si tu meurs, je te tue. Who wrote this shit? Serge Gainsbourg? Here's a tip for you, Jean-Pierre. All you have to do to create your own French film title is badly conjugate a situation. Demain j'étais, hier je serai.
Number 3, the box office. Even if all your boring films win the Caesar Award, your top-grossing film is a comedy. Bienvenue chez les Ch'tis. It's a film about a government worker that works at the post office. But in England, our top-grossing film is Skyfall, also about a government worker, except he's much cooler. Hello, my name is Boone, Danny Boone. Bravo, c'est vachement bien. Franchement, c'est très très bien. Vraiment, c'est bien. Et le cinéma français, c'est un sujet inépuisable, de toute façon. Alors maintenant que vous êtes un vrai Français, est-ce que vous détestez les Anglais comme nous? Ah oui, ouais. Bah, c'est pour ça que je suis venu à la base, parce que aussi, j'aime pas mon propre pays, les gens de mon propre pays. Enfin, j'habitais à Londres avant, donc c'est un peu insupportable. Comme toutes les grandes villes, il y a trop de monde, en fait. Donc du coup, je décidé de venir ici. La bouffe, elle est meilleure. Le vin, il est mieux. Tout est mieux. Ouais. Et maintenant, on va faire une interview Englishman in Paris. OK, you ready? Yes, let's do it. Vous, les Français, quand vous faites la fête? Bah, vous faites pas trop la fête chez les gens parce que, comme vous perdez votre temps avec la bise, une fête anglaise, si ça c'était une soirée en Angleterre, moi je peux rentrer et juste faire hello everyone, hello, nice to meet you, collectivement. Mais en France, dans les soirées, c'est bonjour, comment ça va, enchanté, c'est comment ça va, moi, on perd une demi-heure, salut, 3 quarts d'heure à faire la bise, on n'a pas le temps de faire la fête. Vous, les Français, quand vous faites l'amour... Quand vous faites l'amour, les Français, vous avez des phrases bizarres. Il y a une phrase que j'ai apprise, c'est « viens sur moi ». Ouais. Moi, j'ai traduit ça, comme j'étais en France quand j'étais petit, j'avais pas le vocabulaire du sexe encore, donc j'ai traduit ça littéralement. Comme en anglais, ouais. Come on me, retraduit en français, c'est « jouis sur moi ». Ouais. Alors les Français, quand vous parlez... Bah, vous parlez, vous utilisez des anglicismes qui n'ont aucun sens. Le footing, c'était un autre, on en parlait, toi, le footing, the footing. Ça oui, alors que footing, en fait, c'est vachement porno si on le prend au sens propre du mot. Si on veut, ouais. C'est footing, ouais, ça peut être... Comment on dit en anglais? Running, non? On dit jogging. Ah, jogging. Mais jogging en France, c'est le pantalon qu'on met pour aller faire du footing. Donc, la logique, je sais pas. Alors, vous, les Français, quand vous parlez une langue étrangère... Quand vous parlez des langues étrangères? Non. Vous, les Français, quand vous êtes malade? Les Français, quand vous êtes malade, vous aimez bien insérer des choses dans vos culs. Les suppositoires. Attends, Paul, les suppositoires. ne me regarde pas quand tu dis ça, car tu ne connais pas ma vie. Non, mais c'est vrai, les suppositoires. Les suppositoires, nous, les médicaments, c'est la bouche, les thermomètres, ça va dans le cul. Oui, alors que d'habitude, on le met dans la bouche, le thermomètre. En Angleterre, c'est en dessous de la bouche. Mon ami m'a dit que c'était pas précis, la température, si on met ça dans la bouche. C'était ça l'excuse. Mais vous, les Anglais, les suppositoires, vous les mettez où? Dans la bouche, par accident. Vous, les Français, quand vous êtes jeunes... vous parlez en verlan, les jeunes ils parlent en verlan. Oui. Et c'est un concept que je connaissais pas du tout, d'inverser les mots. Et tu comprends maintenant? Plus ou moins. Il y a des phrases quand même qui me perturbent, mais il y a le double verlan aussi. Arabe, beurre, rebeu. Rebeu, ça... T'as tout compris, remarque. Hein. Vous, les Français, quand vous jurez... Quand vous jurez en France, vous aimez bien, encore une fois, les culs et les expressions de merde. Il y a tout ce truc de « ça me fait chier »,« it makes me shit »,« emmerder »,« envoyer chier », se chier dessus, avoir plein le cul, enfin, c'est une obsession. Alors là, c'est génial. Ce soir, il y a toute la francophonie qui est représentée. On a une Belge, un Réunionnais, un Niçois et un Grincheux. Vraiment, c'est extraordinaire. Notre première invitée, elle a gagné la France un incroyable talent. C'est mademoiselle Laura Lone, s'il vous plaît. Laura Lone qui a remporté 100 000 €. C'est extraordinaire. 100 000 €. 100 000 €. Non mais c'est vrai que c'est pas une somme qui passe inaperçue, mais en plus avec un chèque de cette taille à la banque, ils ont dû faire la gueule, quoi. C'est vrai que c'est. Du coup, celui qui a un incroyable talent, maintenant c'est ton fiscaliste. Et non, t'es belge. Donc, du coup, ça. Encore une Belge, il faut vraiment qu'on arrête. Il n'y a que des Belges. Il faut qu'on ferme nos frontières de ce pays, c'est plus possible. On parle des migrants, mais on ferait mieux de parler des Belges. Je veux dire, qui viennent nous voler nos emplois. Christian, il est envahi tous les étés sur ces plages niçoises. Ils débarquent avec leurs sandales chaussettes, leurs caravanes, leurs Marcel. Faites l'été. Ils sont les bienvenus. Non, ils sont pas les bienvenus. Non, monsieur, ils sont pas les bienvenus. C'est 2 poids 2 mesures, hein. C'est pas comme les Syriens. Hein. Non. Non, mais c'est vrai, les Belges, vous êtes des gitans. Bon, qu'on fait des études, mais vous êtes des gitans, c'est pas possible. C'est rare de se fâcher avec 2 communautés en même temps. Là, c'est ce que je viens de faire, c'est clair. Hein.
Notre deuxième invité, c'est l'un de nos meilleurs acteurs. Il sait tout jouer, la colère, la tristesse et la surprise. Christian Estrosi, bonsoir. Vous avez très bien fait la surprise, c'était très bien joué. Non mais j'aime bien recevoir les hommes politiques ici parce que c'est vrai qu'à chaque fois, c'est la même chose, ils sont obligés de rire aux blagues pour paraître sympa et du coup avoir une bonne image et tout. Voilà. Mais si vous voulez, je fais la gueule. Hein. Ah non, Christian. Ah non, Christian, non, il n'y a pas de souci. Non, je m'adapte à tout. Ah non, laissons ça vexé Robert Ménard, ah non, pas me vexer Christian Estrosi. Laissons ça à Rachida Dati. Non, il n'y a pas de souci. Alors, Christian Estrosi, c'est le maire de Nice, voilà, qui est la plus grande maison de retraite de France. Et non, là-bas, c'est très rare, on sale les trottoirs, même quand il neige pas, ça évite de glisser sur les flaques de pipi. Et tu vas m'énerver là. Et puis toutes mes félicitations parce que vous êtes devenu grand-père pour la première fois, je crois, c'est ça ? Ça, c'est chouette. Voilà, Zelda, elle s'appelle Zelda. Zelda, voilà. Et bah, du coup, on embrasse les parents Princesse Peach et Super Mario, voilà, qui sont... Et Christian, ça fait 2 ans que vous êtes mariés, et 2 ans, c'est les noces de cuir. Donc du coup, si vous voulez fêter dignement ici, on a plein d'accessoires à vous prêter. Et non, alors tout le monde s'accorde à dire que depuis le mariage, la naissance de votre fille, de votre petite fille, le Christian nouveau est arrivé. Bien sûr, c'est vrai. Il est plus tendre, plus humain. Il a, comme le Beaujolais, il a un petit goût de banane cette année. Non, mais c'est vrai. Moi, à la place de la communauté musulmane de Nice, c'est maintenant que je retenterai de vous faire signer l'ouverture des mosquées. C'est vrai que maintenant vous êtes. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est... On sait jamais. Bon allez, Thierry, cette fois-ci, c'est la bonne. Notre troisième invité, il est sur les planches tous les soirs. Le théâtre, c'est sa vie, c'est sa passion. Manu Payet, bonsoir. Non, 2 fois, ça prend pas. Non, je vais faire Monsieur Arditi, je vous fais patienter cabine 4. Pierre Arditi, et carrière extraordinaire, plus de 70 films à son actif. Je vais faire une petite rétrospective. Pierre Arditi qui commença dans la fleur de l'âge et lança même « Vous n'avez encore rien vu » au plus grand réalisateur, même si au fond de lui, c'était plutôt « Bonjour l'angoisse » et vivait à l'intérieur la petite apocalypse. On connaît la chanson, lui disait Alain Resnais, qui malgré un chat dans la gorge, lança sa carrière comme un avion, sans se prendre un coup de bambou, et découvrit vite l'état de grâce. Il a joué des mélos sur un coup de poker, à pile ou face, ou vanille fraise, comme disent les enfants. Tu peux garder un secret, lui demanda Alexandra Arcadi, qui, comme Pascal Bonitzer, cherchait le grand alibi pour éviter d'être pris en flag sur la passerelle. Même s'il a essayé de percer le mystère de la chambre jaune, tel Nestor Burma, détective de choc, qui était surtout un agent trouble, le malheureux avait perdu ses clés de bagnole et les clés du paradis dans le grand appartement de Natalia, Alice et Chloé, qui sont les femmes de personne, soit dit en passant. Et hasard ou coïncidence, mais le code a changé, et ne trouvant que sur son chemin des hommes-femmes mode d'emploi, et même un livre intitulé Streamfield, Les carnets noirs. Du coup, il traîna sur les bancs publics, dans les musées hauts, musées bas. L'un reste, l'autre pas, mais je ne vous oublierai jamais, dit-il à monsieur et madame Adelman qu'il croisa sur son chemin. Alors, comme vous le dites si bien, adieu blaireau. J'avoue, c'est strictement personnel, même si, suivez mon regard, à mon avis, je vais te manquer. Aujourd'hui, vous avez hésité pour vous habiller, vous avez dit smoking, no smoking, et finalement, avec Thierry Ardisson, vous connaissez depuis longtemps, je dirais même qu'ensemble, c'est trop. À 2 doigts de partir en vacances tous les deux, pourquoi pas au Brésil, voir le château des singes, mais attention, pas sur la bouche, car la fois précédente, c'était le dernier plan qu'il vous avait fait. Alors vous êtes capable de coups de cœur, de coups de sang, de victoire, de surmonter les caprices d'un fleuve, d'un hussard sur le toit, et de ne pas faiblir à l'ombre de Radio Corbeau. Autre péché mignon, c'est le plaisir d'amour, même si vous pensez que la vie est un roman, et votre devise, c'est l'amour à mort. Et comme mon oncle d'Amérique me disait, le courage d'aimer, je l'ai eu la première fois que j'ai eu 20 ans. L'amour violet, c'est le dernier saut, avant que la lumière soit, me dit-il, avant de dire aussi adieu Berthe à la faux suivante. Alors, comment définir les acteurs ? Eh bien, disons que ces messieurs, les enfants, sont des petites allumeuses jusqu'à la nuit. Alors, bienvenue dans Salut les Terriens, et vu que vous le dites vous-même que ce sont nos amis les Terriens, et au fait, le parfum de la dame en noir, c'est de la violette. Bonne émission, Pierre. Oh là là, attends. C'est la première fois que tu rends un tel hommage à quelqu'un. Eh oui. Ouais, parce que je vais mourir, c'est pour ça. Bravo, Tom. Bravo, Bravo. Bon, juste pour terminer, c'est celui qui va présenter la 43e cérémonie des Césars. Une ovation pour monsieur Manu Payet. Manu Payet.
C'est la classe de présenter les Césars. Je crois que c'était une de tes grandes fiertés quand tu étais petit. C'était le seul moment où tu pouvais frimer devant la télé avec ton papa, c'est ça? C'est vrai. C'est vrai que César d'honneur cette année, c'est Penelope Cruz. Voilà, quand je dis que je vais passer la soirée avec Penelope Cruz, c'est une vanne. Lui, ça va être vrai, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, juste, on va faire peut-être un petit training parce que les Césars, c'est en direct, il peut arriver n'importe quoi. Je crois qu'on a toujours un César sur nous. Voilà. Alors, je vous propose, j'ai créé une petite catégorie. Et maintenant, je vais remettre le César du meilleur humoriste arménien de 2018. Ouais. Les nommés sont... Charles Aznavour, pour Vous pensiez que je vais crever et je suis encore là. Hélène Ségara, pour J'ai perdu 11 kilos grâce à Weight Watchers et tout ça avec le sourire. Mathieu Madénian, pour son spectacle En état d'urgence. Et Patrick Fiori, pour l'ensemble de sa carrière. Alors, déchirer l'enveloppe. Hop. C'est pas qui c'est, hein, vraiment, il y a du suspense. Et le César du meilleur humoriste arménien de 2018 est attribué à Mathieu Madénian. Ouais Mathieu Madénian, qu'on a pu découvrir dans son premier one-man show éponyme en 2009. C'est le premier prix qu'il remporte dans toute sa carrière. En même temps, en voyant sa carrière, ce n'est pas si étonnant. Son deuxième spectacle, En état d'urgence, est actuellement à découvrir ou redécouvrir en tournée dans toute la France. Je m'y attendais pas du tout. Oui, bah oui. Là, je tombe, alors j'ai rien préparé. Alors, non, je vais faire court, voilà. C'est en général ce que je dis aux filles avec qui je vais coucher. J'ai une pensée pour mes adversaires du jour, Hélène Ségara, Patrick Fiori et Charles Aznavour, qui nous écoutent, puisqu'on l'embrasse, bisous, Charles. J'ai une pensée également pour la personne qui me soutient depuis le début, qui m'aide quand ça va pas, qui m'aide à tenir le coup. Je pense bien sûr à Kevin, mon dealer. Gros bisous. Voilà. Et il t'embrasse, Thierry, également. Une pensée pour mon producteur qui gère ma carrière et mes intérêts financiers. Il nous écoute à Fleury-Mérogis, donc je lui fais de gros bisous. Et puis, j'aimerais dire un petit mot à ma fiancée qui est tombée enceinte. Voilà. Ah, félicitations, bravo. Ouais, si je trouve le salaud qui a fait ça, d'ailleurs. Donc, quand je rentre à la maison, ça va chier. Merci beaucoup. Merci pour ce prix. Merci. Laurent Deutsch, bonsoir. Ça fait une paye qu'on vous a pas vu. Ah ouais. Dernière fois, vous étiez blessé, vous avez eu un accident de scooter. Ah, je m'étais pris un bon coup de pelle, ouais. Ouais, et vous étiez venu quand même, sous morphine. Ouais. C'était pas désagréable, la morphine. Oui, mais extrêmement courageux quand même de votre part, je vous en remercie encore. Laurent Deutsch. Laurent. Petite épinette. Avec le gros, là, c'était les... Non. Alors les Beatles, bah oui. Rico, les Beatles. Quelle honte. Quelle honte. In my life. Alors moi, je pensais qu'avec vos livres vendus par millions, vous alliez arriver sur le plateau avec une traîne en hermine blanche. Je sais qu'il y a une énorme climatisation sur ce plateau, j'ai préféré prendre un pull Courchevel. Ah oui, c'est très bien. Le pull est très bien. Alors Laurent, vous qui êtes féru d'histoire, est-ce que vous pourriez nous dire à quel moment de l'histoire de France ce genre de barbichette a été à la mode? Parce qu'actuellement... Oh, les mignons d'Henri III, ils aimaient bien. Alors c'est un peu comme Jarry, hein. Vous êtes atypique. Vous êtes le seul acteur qui passe ses journées à dénicher des trucs dans des bibliothèques au lieu de prendre de la drogue et de coucher avec des animatrices télé, quoi. C'est vraiment... C'est pas inconciliable, hein. Ouais, mais bon. Dans les bibliothèques chargées, hein. Ouais. Alors vous êtes acteur, comédien, vous êtes aussi l'auteur de best-sellers comme Métronome, qui raconte l'histoire de Paris à travers le métro, et Hexagone, qui raconte l'histoire de la France à travers ses routes. Voilà. Vous êtes un vrai passionné. Et d'ailleurs, quand on vous écoute parler d'histoire, on a envie de s'y intéresser ou de se pendre. Ça dépend. Alors on commence avec votre livre, donc la version illustrée de Métronome 2, publié chez Michel Lafon, avec 800 illustrations et des photos réalisées à l'aide d'un mât télescopique. Et contrairement
à ce que dit Tom Villa, c'est pas une perche de selfie, c'est un truc qui fait 15 mètres de haut. Ouais, qui permet d'avoir des angles nouveaux. Moi-même, j'ai redécouvert des monuments par ces nouvelles manières de capturer Bien comme sûr, ça les images. Et c'est la version qui permettra à ceux qui peuvent pas se déplacer dans Paris, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas les moyens, d'être informés de ce que j'évoque dans mon livre, sur place, in situ, gratuitement et accessible à tous, des vestiges qui nous racontent l'histoire, parce que notre réalité... Et il y a aussi des plans, il y a 21 plans. Hein. Ce qui m'a intéressé, le prisme de ce deuxième livre, c'est que j'ai voulu raconter Paris à travers ses rues. Donc Paris qui est un maillage aujourd'hui hyper confus, dans lequel on se perd, on ne comprend pas très bien. En fait, finalement, si vous vous renseignez un tout petit peu, c'est simple. Est-ce que vous êtes favorable à la reconstruction du Palais des Tuileries ? Je ne suis pas favorable à la reconstruction du Palais des Tuileries parce que tu connais la légende du fantôme rouge des Tuileries, Thierry. Oui. Qui est quand même une malédiction depuis sa création au XVIe siècle sous Catherine de Médicis. Je sais. Rappelons la création du Palais des Tuileries. Qui a fait tuer le boucher. Qui a fait tuer le boucher qui s'appelait Jean l'Écorcheur. Voilà. Jean l'Écorcheur n'est pas mort, il a au contraire maudit tous les habitants du Palais des Tuileries. Ça a été le cas pour Catherine de Médicis. Il lui a dit cette fameuse phrase. Trop vite. Ah oui, ah bah avec lui, oui, ah bah oui. Alors, Jean-Luc Mélenchon a dit... Je n'irai pas, il devait venir dans cette émission, je n'irai pas dans l'émission d'Ardisson parce qu'il dit dans son dernier livre que ce sont les communards qui ont brûlé le Palais des Tuileries. Mais c'est vrai, Jean-Luc, je suis désolé, mais ça prouve à quel point... On n'en veut pas pour autant. Surtout qu'honnêtement, le Palais des Tuileries barrait Paris dans un axe nord-sud, alors que d'avoir fait disparaître cette aile comme ça occidentale du palais, ça ouvre Paris, alors que ça fermait, cette aile du Palais des Tuileries. Et ça vient d'où, la rue des Deux Boules? C'était des bornes. Ah, c'était des bornes. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que l'Office du tourisme chinois distribue des prospectus dans les hôtels parisiens pour expliquer à ses ressortissants de se méfier des pickpockets et de jamais demander son chemin à Laurent Deutsch, sauf s'ils ont 3 heures devant eux. En tout cas, votre métronome 2 illustré magnifique, vous allez en vendre des cartons. Et c'est quand même dingue ce qui est arrivé à Laurent Deutsch. C'est d'habitude, quand on prend le métro, on se fait piquer son portable et lui, il est devenu milliardaire. C'est vrai ou pas? Non, c'est faux. Millionnaire. J'ai gagné un peu d'argent. Ah ouais, mais c'est bien, ça le vaut. Si les profs d'histoire avaient ton énergie, on aurait tous... Mais il y en a plein des profs d'histoire qui sont passionnants. Ah bah, je suis pas tombé sur les bons. Et surtout qu'aujourd'hui, notre ministre, alors faut le dire, le ministre de l'Éducation... Ah bah, il est pas mal, hein. Il veut réintroduire ce qui pour moi est fondamental dans l'histoire. Je suis pas un prof, je suis pas un universitaire, je suis juste un passionné. Et justement, intéressez-vous à mon point de vue. Moi, contrairement à vous, je suis pas un pro. Donc moi, pour m'y intéresser, qu'est-ce qu'il faut? 2 choses, de l'incarnation et de la chronologie. Parce que qu'est-ce que c'est que l'histoire? Moi, je prends le mot au pied de la lettre. L'histoire, c'est une histoire. Tu peux changer de place? Pourquoi? Casse les couilles. Alors, autre actu, l'adaptation de votre livre Hexagone sur France 5. Alors, ça avait déjà été fait avec Métronome. Nicolas Ferraro vous a fait un super spot. Ouais, génial. Vraiment génial. On regarde à quoi ça ressemble. C'est bon, vous le voyez là? Oui, Laurent, on est calé. Ouais, vous voyez? La route, c'est plus qu'une simple liaison géographique entre 2 points. C'est plus qu'un moyen de communication et de transport entre les hommes. Non, c'est bien plus que cela. La route, c'est l'empreinte de l'histoire sur la géographie. C'est la trace des grands moments qui ont façonné notre histoire. Vous voyez, c'est un peu comme les rides et les cicatrices d'un visage qui vous racontent la vie d'un homme. Eh bien, la route, ça vous raconte de manière infaillible le passé et le parcours d'un pays. Hexagone, c'est l'histoire de France à travers ses routes. Voilà, Laurent Deutsch, donc, sur France 5. C'est comme un GPS, mais en plus casse-couille, quoi. Non, c'est vachement bien. Est-ce que vos textes ont été relus pour éviter toute contestation? Oui, bien sûr. Et surtout, ce qu'on m'avait reproché dans mon premier livre, c'est qu'il n'y avait pas de bibliographie. Donc, on ne savait pas où étaient mes sources et à quoi je me référais. Et maintenant, j'ai un historien qui est Pierre Baron,
qui a relu tout mon travail, Jean-Christian Petit-Fils aussi, qui m'ont aidé et qui ont vérifié tout ce que j'ai pu dire et avancer pour qu'il n'y ait pas de contestation possible ou alors que ça reste dans le débat. Parce que le débat est intéressant. Après, quand ça tombe dans le combat et dans le combat politique, c'est plus dur. En ce moment, tout le monde répète toute la journée. On peut plus rien dire, on peut plus rien dire. Est-ce que vous croyez que c'est vrai? Ouais, il faut faire très attention. Ouais, faut faire très attention. Je crois qu'on peut pas parler de tout, on peut pas se moquer de tout. Et je pense qu'aujourd'hui, un mec comme Coluche ou Desproges serait en prison. Ah oui, complètement. Tu crois aussi? Oui. Ce serait très emmerdé. Hein. Non, on est obligé de faire hyper attention. Jean-Christophe, est-ce qu'on n'est pas dans la société du soupçon? Les réseaux sociaux, c'est surtout les réseaux sociaux, parce que la moindre phrase est interprétée, développée, et je parle pas des hashtags. Moi, j'ai terminé la campagne avec un hashtag Fuck Kamba. Voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Ce qui est terrible, c'est les gens qui confondent les réseaux sociaux avec l'opinion publique. Parce que les réseaux sociaux ne sont pas l'opinion publique. Bien sûr que oui, bien sûr, c'est pas l'opinion publique. Sauf que des fois, vous êtes mis en cause sur les réseaux sociaux, ça prend des proportions incroyables. Et puis vous avez des sites, je ne parle pas de la presse écrite qui reste de bonne qualité en France, mais vous avez des sites où ils reprennent ce qu'il y a sur les réseaux sociaux et ils le rebalancent sans réfléchir. Hein. Ils recopient. Hein. Aucun filtre, c'est sans filtre. Vous êtes sur les réseaux sociaux, Charlotte? Oui, mais après, dans tout ce qui est débat ou choses qui peuvent prêter à confusion, comme je viens de Suisse, j'ai cet avantage de dire, en fait, on est neutre. Alors, il y a un truc quand même, c'est que la connaissance de l'histoire se perd, évidemment. On espère que Blanquer va remettre les choses d'aplomb, mais il faudrait peut-être apprendre l'histoire d'un pays plus petit où il s'est passé moins de choses. Ça serait plus facile. Ce serait peut-être plus facile. Mais on a la chance d'avoir un pays où justement il s'est passé 1000 choses. Donc moi je les prends toutes ces choses et il faut les remercier tous. Qu'ils s'appellent Louis XVI ou Robespierre. Je les remercie tous les deux. C'est beau, hein? C'est l'entrée du roi à Saint-Cloud. Voilà, exactement. Alors maintenant, on va tester, Laurent, vos connaissances historiques. On va faire une interview vrai-faux. Otis Redding. Bon, alors. Bah oui. Vrai. Pépin le Bref était un éjaculateur précoce. Vrai ou faux? J'ai envie de dire vrai, parce que c'est vrai qu'il était pressé, c'était quelqu'un de très pressé. Non, c'est faux. Faux. Bravo. L'autre prénom de Louis XVI est Dieudonné. Oui. Oui, bravo. Vercingétorix veut dire le roi suprême de ceux qui marchent à l'ennemi. Alors, Rix, en gaulois, c'est Rex, le roi, pardon. Vercingétorix, c'est pas... Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Bravo. Oui, c'est ça. La Marseillaise a été composée à Strasbourg. Oui, Rouget de Lille. Carcassonne s'appelle comme ça à cause d'une meuf qui se nommait Carcasse et qui sonnait les cloches. Qui a sauvé l'invasion en ramenant tout le monde, en remettant Dame Carcasse qui sonne, ouais. Carcassonne, ouais, c'est ça. Il y a encore 3 rois en exercice en France. Non, il n'y a pas 3 rois en exercice en France. Si. À Wallis et Futuna, territoire d'outre-mer, il y a 3 rois. Un à Wallis, 2 à Futuna, et ces monarques sont rémunérés par l'État français et ont autorité sur leur territoire respectif. Donc il y a encore 3 rois en France. Vous êtes trompés. Bon. Léonard de Vinci. Léonard de Vinci a peint la Joconde de la main gauche. Je me suis jamais posé... Vrai, je dirais comme Laurent. Il est gaucher. Ouais, il était gaucher. Marie-Antoinette a marché sur les pieds de son bourreau et s'est excusée aussitôt. Ouais, elle lui a dit « Pardonnez-moi, monsieur ». Où avais-je la tête? Maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Bonsoir à tous. Bonsoir Thierry, c'est la dernière de la saison. Oh là là. C'est la dernière et je suis toujours là et je ne sais pas pourquoi. Vous serez là en septembre. Ah, c'est gentil, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Avant de
commencer cette chronique, Thierry, je voudrais d'abord remercier mes co-auteurs, parce que voilà, je travaille pas tout seul, c'est un gros boulot, donc merci à eux, voilà, franchement. Important de le dire, et je voulais le mentionner avant de commencer cette chronique, comme ça, s'il y a une ou deux vannes que vous trouvez un peu moins fortes, c'est probablement pas la mienne. Mais voilà, on y va. Avec le dossier de la semaine, mardi, on a appris que les migrants de l'Aquarius allaient finalement être accueillis en Espagne. Chapeau à ce pays. Après Manuel Valls à Barcelone, il semble que l'Espagne soit prête à accueillir toute la misère du monde. Parce que la France n'a pas été hyper réactive sur ce dossier, au point que, on va le voir, l'inaction de la France et le silence de l'exécutif embarrassent l'aile gauche de la République En Marche. L'aile gauche de la République En Marche. Je crois qu'il y a beaucoup plus de monde sur l'aile gauche de l'Aquarius que sur l'aile gauche de la République En Marche. On va pas se mentir, Emmanuel Macron considère son aile gauche comme Jamel Debbouze considère sa main droite. Elle lui a servi à un moment, mais là, il réussit ça. Jean-Luc, tu m'entends, Jean-Luc? Dans 2-3 minutes, on fera les infos du Viso. Je te donnerai le top. Hein? Ok, bien reçu. Ben oui, parce qu'on va pas tomber en plein milieu. Hein? Ok. Emmanuel Macron qui cette semaine a tenté de faire diversion en dénonçant le cynisme et l'irresponsabilité de l'Italie. Alors là, c'est un peu la pneumonie qui critique la mucoviscidose. Mais on a eu mieux, on a eu Édouard Philippe qui lui vraiment il annonce la France est prête à aider l'Espagne pour accueillir les migrants. Ça c'est cool. Si Édouard Philippe c'était l'armée américaine, il serait débarqué en Normandie en 1946 en disant je peux aider, franchement, non je suis hyper chaud, on va leur péter la gueule aux Boches. Mais le beau geste, il est venu de là où on ne l'attendait pas. Les dirigeants nationalistes corses proposent d'accueillir les migrants de l'Aquarius. Les Corses, ils sont vraiment prêts à tout pour faire chier la métropole. Après... Ce serait, je pense, la bonne idée pour ces Syriens. C'est une bonne transition, la Corse. Quand tu as connu la guerre et que tu veux découvrir la démocratie, la Corse, c'est un peu le trait d'union, quoi. Et puis, non mais souvent, les gens ont peur que voilà, les migrants arrivent parce qu'ils pourraient leur piquer leur travail. Et en Corse, ils seraient contents de leur refourguer. En tout cas, sincèrement, chapeau les Corses. Et je propose qu'on renomme l'île de beauté, l'île de bonté. Oh. Ouais. Ça, c'est pour être sûr que je puisse y retourner un moment. Non, puis je fais pas le malin, moi, parce que les Belges, qu'est-ce qu'on a trouvé comme excuse? Notre Premier ministre, il a dit qu'on pouvait pas les accueillir parce que la Belgique n'a pas de port en Méditerranée. Ce qui est pas complètement faux, sur le fond. C'est un peu absurde, c'est l'humour belge. D'ailleurs, est-ce que... J'ai une petite blague belge. Vous savez pourquoi sur la table de nuit d'un Belge, on trouve un verre d'eau rempli et un verre d'eau vide? Parce que nous, la nuit, parfois, quand on se réveille, on a soif. Mais parfois, on n'a pas soif. Politique toujours. Rupture du jeûne du Ramadan, l'absence d'Emmanuel Macron perçue comme un boycott. Et en même temps, est-ce que c'était vraiment à lui d'y aller? Chez les Macron, d'habitude, c'est Brigitte qui se tape le jeûne. Alors, la surprise, elle est venue d'où? Elle est venue de Sarthe, parce que François Fillon, il y était. À Sablé-sur-Sarthe, à la rupture du jeûne. Ça devait être une belle soirée. Fillon avait préparé les boulettes, c'est sa spécialité. Puis j'imagine que Robert Bourgi lui avait offert 2 belles djellabas. Et puis à la fin de la soirée, on lui a demandé si Pénélope comptait travailler un jour, il a dit ah, Inch'Allah. Politique à Paris avec cette polémique. Le Pen, Wauquiez et Ciotti, ils protestent contre la venue du rappeur Medine au Bataclan. Voilà, moi je vous le dis, c'est le 19 et le 20 octobre. Et franchement, il y a une évolution depuis 2015. Je veux dire, maintenant, quand un arabe débarque au Bataclan, il donne les dates. Et c'est quand même plutôt sympa. Bravo. Allez, les brèves. États-Unis, il glisse dans un supermarché et récupère 7,5 millions de dollars. Entendant ça, Florent Pagny aurait été aperçu dans un vol depuis le Portugal direction les States avec un sac de courses rempli de bananes. Thonon-les-Bains, à vélo et ivre, il exhibe son sexe tout en insultant une passante. Eh ben oui, mais c'est une bonne nouvelle pour nous les hommes. Il n'y a pas que les femmes qui sont capables de faire 2 choses en même temps.
Et un cran au-dessus aux États-Unis, il est nul en sexe oral. Elle lui tire 2 balles dans la tête. Alors, oui, le pauvre. Si ça se trouve, c'est elle. Elle savait pas qu'elle était vaginale. C'était peut-être elle, mais je veux dire, en même temps, cette triste histoire nous rappelle à tous les hommes que c'est une bien mauvaise idée que de bâcler les préliminaires. Et la bonne nouvelle, c'est que l'homme, miraculeusement, il n'est pas mort. Si, je vous jure que oui. Donc on peut donc conclure que dans cette affaire, il y avait 2 mauvais tireurs. Allez, l'artiste de la semaine. Je remercie grandement France Info qui m'a fait découvrir un homme que je ne connaissais pas, Joseph Hercher, qui doit être considéré comme le Gaston Lagaffe de l'art cinétique. Et là, j'entends déjà le public me dire « Mais qu'est-ce que l'art cinétique, Alex ?» On leur fait dire n'importe quoi. C'est bon à savoir pourquoi les Allemands vont revenir. Et l'art cinétique, le public, je vous donne la réponse, c'est un courant artistique qui propose des œuvres contenant des parties en mouvement. Par exemple, voilà, par exemple, le visage de Vincent Lindon, c'est de l'art cinétique. Alors le plus souvent, le mouvement est produit par le vent, le soleil, un moteur ou parfois le spectateur lui-même. Et donc Joseph est devenu célèbre sur YouTube en créant des machines compliquées qui solutionnent des problèmes simples. L'exact opposé de notre gouvernement. Alors en gros, il se situe, si vous voulez, entre Rémi Brica et Jamy de C'est pas sorcier. Alors première vidéo, vous allez comprendre. Voilà, il a inventé une machine pour l'aider à prendre son petit déjeuner. Donc on voit la boule qui descend, hop, la tartine, tout ça. Et bim, tout ça fait mécanisme. Et enfin, voilà, ça tourne avec une roue. Et qu'est-ce qui se passe? Paf, ça arrive dans sa bouche. C'est assez génial. Et Philippe Croison a vu le prototype, il s'est dit ça c'est pour moi. Et ça continue autre vidéo. Je vais vous montrer pas mal de machines pour se couper les cheveux. Alors vous avez envie de vous couper les cheveux, vous n'avez pas envie trop de parler avec le coiffeur. Paf, d'abord on enlève les côtés, qui est quand même une bonne solution. Et attention, c'est pas fini parce qu'il faut enlever le dessus. Il a tout prévu. Hop, et ça descend. Vous allez voir. Et hop, le sécateur arrive pour terminer le dessus. Quand Daesh a vu ça, ils se sont dit attention, je pense que c'est nous qu'on l'a inventé ça. Il est fort, il est fort. On continue, je sens que ça vous plaît. L'immanquable machine à se brosser les dents, qui consiste à s'attacher sur la tête d'un coucou suisse avec un petit cadenas qu'on verrouille parce que les dentistes conseillent de se brosser les dents pendant 2 minutes. Et puis hop, ça vous brosse les dents. Et qu'est-ce qui se passe au bout de 2 minutes? Bim, le coucou sort avec la clé du cadenas, ce qui vous permet évidemment de solutionner le truc. Génial. Le mec est brillant. Génial. Et on se pose sur cette question, mais comment est-ce qu'on faisait avant? Évidemment. Alors, autre jeu, on va le faire dans l'autre sens. À quoi sert cette machine? Alors, première, ça démarre comme ça, vous allez voir. C'est une boule qui descend, qui va lancer de l'eau qui va bouillir. Et grâce à ça, ça va libérer un hamster qui va donc marcher, faire retomber une autre boule qui va, hop, vous tourner la page du journal. Ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment une machine de gauche, beaucoup de travail pour peu de résultats. Et je termine par ma préférée, Thierry, la machine à fourrer les dindes. Vous allez voir, la DSK, comme on l'appelle dans le jargon. Attention, la boule tombe et qu'est-ce qui se passe? Bra! Joyeux Noël! Voilà, l'art c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. Maintenant, on passe à nos terriens du samedi soir. Franck et Eric du Fourmentel, bonsoir. Bonsoir. Jumeaux homozygotes et inséparables. Vous avez failli être séparés par une tragédie, brûlés sur 95% du corps par un accident du travail en septembre 2016. Vous aviez, Franck, une chance sur 100 de vous en sortir. Mais votre jumeau, Eric, vous a sauvé la vie en vous donnant la moitié de sa peau. Alors, cette première médicale mondiale, cette aventure exceptionnelle, vous la racontez dans Life. Il était condamné, son jumeau l'a sauvé, publié aux éditions Alary. Et ce soir, dans Salut les Terriens. Baby, I know damn well that I've got you under my skin. Alors, Eric et Franck, vous êtes nés le 28 décembre 1983 à Amiens. À quoi? À Pau? Non, à Amiens. On était qu'il allait faire des blagues.
Père cuisinier. C'est ça. Votre mère bosse à l'URSSAF. Et en 1991, premier drame, vous avez 8 ans, quand votre mère meurt dans un accident de voiture. Vos grands-parents s'occupent de vous. Votre père se remarie avec une femme plutôt bienveillante. Mais l'épreuve vous rapproche tous les deux, évidemment. Faites du judo, faites de la gymnastique, de la natation, faites tout ensemble. Hein. Tiens, inséparable, quoi. Les mêmes passions, Ouais. les mêmes amis. Tout pareil. Tout le temps, ouais. Ouais. Collé. Collés, ouais. Alors même votre trajectoire professionnelle vous rapproche, puisque vous vous retrouvez tous les deux à bosser chez Aditech, qui est une entreprise spécialisée dans le caoutchouc industriel. Voilà. C'est ça. Alors, le lien entre vous se renforce quand, en 2010, Eric, vous êtes frappé par un cancer. C'est ça. Vous en sortirez 1 an plus tard. Ouais, c'est ça. Un an de galère. Et Franck a été là pour moi, justement, Ouais. dans les moments difficiles. Ouais. Et là, Franck, le 28 septembre 2016, vous avez 32 ans, c'est le drame. Vous quittez Clémentine pour aller bosser chez Aditech. Et vous repensez à votre discussion de la veille, à l'idée d'avoir un enfant, parce que lui, il a déjà un enfant, qui s'appelle Jules, qui a 1 an et demi. Donc vous dites, avec Clémentine, on pourrait peut-être faire un enfant. Vous vous rendez donc chez Aditech. C'est l'après-midi, il fait chaud. Vous ne portez ni combinaison synthétique, ni lunettes de protection. Heureusement, hein. Juste un pantalon de travail, une veste en coton, un t-shirt, des chaussures de sécurité, des gants en nitrile et un masque à cartouche. C'est ça. Depuis 1 heure, vous préparez un produit que Aditech ne réalise que sur commande depuis 3 mois. C'est ça. Vous videz un bidon dans la cuve et là, le bidon explose. Alors déjà, pourquoi ce bidon explose? On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a une enquête en cours. Non, parce qu'il y a écrit inflammable sur le bidon, mais il n'y a pas eu d'étincelle, il n'y a pas eu de flamme. Il n'y a pas eu de départ à la base, non, c'est parti comme ça. Quoi. Et alors, vous vous enflammez comme une torche entièrement. À ce moment-là, Franck, vous n'avez pas le réflexe de vous précipiter sous la douche, mais heureusement, un pote à vous qui s'appelle Ahmed, qui nettoie une cuve, vous arrose. Ouais. Il a eu les bons réflexes, il m'a vu au bon moment, au bon endroit. Quoi. Il a la présence d'esprit. Quoi. Ouais. Et il m'a arrosé, il m'a sauvé la vie. Quoi. Ça commence là l'histoire, parce que sinon... Si Ahmed n'avait pas été là, déjà il n'y aurait pas de Franck aujourd'hui, il faut dire la vérité. La grève de peau, on n'en parle pas. Très dur, ouais. Vous brûlez vraiment, quoi. Ouais. Une torche humaine. Quoi. Une torche. Alors il y a un autre collègue qui vous asperge de diphotérine, donc qui est un anti-brûlure. Voilà, premier secours, David. Puis après, je suis tombé dans le coma. Bah oui. Ensuite, les secours qui arrivent vous plongent dans le coma. C'était la seule solution. Parce que vous hurlez. J'ai pas le souvenir. Vous vous souvenez de rien, non, en fait. Ouais. À partir de là, vous vous souvenez de rien. C'est en fait, j'avais des gants en nitrile et quand les pompiers ont essayé de les enlever, quoi, en fait, c'était collé à la peau. Quoi. Ce qui paraît, j'hurlais. Tout a brûlé. Hein. Ouais. Il reste le col du t-shirt, le caleçon, les chaussures. Et là, c'est absolument extraordinaire, cette histoire. C'est-à-dire que tout a brûlé, même ces tatouages, sauf un tatouage. Et le tatouage qui n'a pas brûlé, c'est Life. Ouais. Life. C'est incroyable. La vie. Ouais, c'est dingue. Incroyable. Alors Eric, votre frère est brûlé à 95%. Le pronostic vital, comme on dit, est engagé. C'est-à-dire tout le monde vous dit, le pauvre, il va y rester. Vous allez sur Internet. Et là, vous dormez pas de la nuit, quoi. Parce que vous voyez ce que c'est d'être brûlé. Ouais. Un cas comme ça n'a jamais été... Enfin, ça n'a jamais existé. Donc, j'ai pas pu voir vraiment un brûlé de 95%, mais bon, j'ai vu des images d'horreur, forcément. Et en fait, ce qui vous inquiète, évidemment, c'est la mort de votre frère. Et que même s'il s'en sort, vous dites, il n'aura plus jamais, le même visage que moi. Il y a des mecs qui sont jumeaux, ils se ressemblent, tu vois. S'il y en a un qui... Et ce qui est extraordinaire, c'est que on voit que vous êtes jumeaux aujourd'hui, donc ça veut dire que tout ça a été quand même un travail remarquable. Et vous avez combien d'années d'écart? 0. 2 minutes. Oui, mais si, en minutes, on peut parler. Comme on dit bêtement, c'est 2 jumeaux. Alors, Franck, vous êtes dans le coma, à l'hôpital Saint-Louis, dans le service du professeur Maurice Mimoun. Vous êtes une momie à ce moment-là. Vous êtes entouré de bandelettes, voilà. Les yeux épatés, la bouche gonflée, enfin c'était... Ouais, une photo quand même incroyable, quoi. Sous morphine en permanence? C'est plus fort que la morphine, c'est de la kétamine. La kétamine.
C'est ce qu'on donne aux chevaux, anesthésiant pour les chevaux. Encore aujourd'hui, il est en sevrage. Ouais. Tellement il a eu des doses. On vous injecte 32 litres d'eau. C'est ça. Il pesait 120 kilos quand on met l'injection. Ah ouais. Et là, on pense, en fait, à ce moment-là, à vous greffer de la peau de cadavre. Ouais, c'est ce qu'on fait. Mais la peau de cadavre, elle se garde à peu près 2 semaines sur la peau. Après, le corps fait un rejet. Ah ouais. Donc c'est un placebo. Ouais. Le mercredi 28 septembre, Eric, vous rencontrez le docteur Benyamina. Ouais. Et vous lui dites que vous êtes prêt à donner vos organes comme un frère qui donne un rein. C'est ça. Il réagit pas. Alors là, vous lui dites, mais vous savez que je suis son jumeau. Ouais. Je suis quand même son jumeau, je lui dis, il existe bien des dons d'organes, pourquoi pas des dons de peau. Ouais. Vous dites, je suis son jumeau. Et lui, il vous dit, Benyamina, il vous dit, vrai jumeau. Vous dites, oui, homozygote, des vrais jumeaux. Et il réagit pas plus que ça. À ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est que votre frère, il lui reste à peu près 7 jours à vivre. Hein. Ouais. Le délai était très court. Ouais. Alors, ce Benyamina, il va voir le docteur, évidemment, il va voir le professeur, ils discutent entre eux, etc. Et vous vous retrouvez face au professeur Maurice Mimoun, qui vous dit, pour moi, c'est possible de le faire. Extraordinaire. Ouais, c'est extraordinaire. C'est possible de le faire. Mais rien ne garantit que Franck s'en sorte. Il faut l'autorisation du procureur de la République. Et du conseil de biomédecine. Bah oui, parce qu'en fait, on va attaquer votre corps d'une certaine façon. On va vous faire mal. Donc il faut l'autorisation de... C'est normal, hein, du procureur de la République. Ils étaient bienveillants. Et puis ensuite, vous aurez peut-être des séquelles. Ouais. Vous avez des séquelles? J'ai des séquelles, mais très minimes. Ça fait comme un coup de soleil. Ouais. C'est sur des zones pas très visibles, c'est sur les cuisses. Ouais. Donc l'été, on est en short, ça va. Et le dos et le cuir chevelu. Ah oui, ils ont pris tout le cuir chevelu. Vous pouvez voir que là, les cheveux ont bien repoussé. Alors Mimoun dit à ce moment-là que vous êtes, Eric, un héros des temps modernes. Bah oui, non, mais il faut l'accepter. Il y a eu moi, d'une part. Après, il y a eu l'audace du professeur d'avoir... ouais, mais enfin bon... D'avoir accompli ce geste inédit, quoi. Ouais. C'était jamais fait. Le lundi 3 octobre 2016, 7 jours après l'accident, c'est l'opération. Le prélèvement de votre peau dure 2 heures. La pause sur Franck dure 7 heures. C'est quand même... Agrafé, ouais. Ils sont bons, les mecs, hein, quand même. Ah, ils sont balèzes. Le 3 octobre, Franck a une pneumopathie, coup de théâtre. Il faut faire une trachéotomie. Donc, ça va. On enlève la parole, quoi. Voilà. Mais Mimoun, ça ne l'arrête pas du tout, le professeur. Non. Il fait un 2e prélèvement. Au total, il y aura 3 prélèvements, c'est ça? 3, c'est ça. Jusqu'au jour où les 45% de peau qui vous ont été prélevés auront réparé le corps de Franck. Voilà. C'est ça. Le 16 octobre, 3 semaines après l'accident, Franck, on vous sort du coma. Et là, vous entendez votre compagne, Clémentine, vous dire « Eric t'a donné sa peau ». Ouais, au début, je réalise pas trop, quoi. J'ai le cerveau embrumé par les drogues. Et bien après, je me rends compte du geste qu'il a fait, quoi. J'avais un peu mal pour lui, quoi. Même beaucoup. Ouais. Mais quand je vois le résultat, voilà, c'est quand même très, très bénin, là. C'est comparé à toi. Ça va, là? Ah, ça va. Ça va? Vous avez récupéré à peu près tout, là? Le visage n'a rien, c'est la carte de visite, le visage. Non, mais le visage, c'est dingue. Vous êtes quand même, vous ressemblez. Le visage, c'est régénéré grâce au greffe, en fait. Ouais. Il était, je sais pas, je pense que le visage, c'était du 2e degré, 1er degré, 2e degré, et ça n'a pas nécessité de greffe au début. Mais le fait d'avoir greffé, justement, c'est bénéfique pour tout le corps. C'est le processus vertueux, comme le dit le professeur. Après, voilà, au niveau des mains, voilà, on le voit, hein, j'arrive pas à plier les doigts. J'ai encore beaucoup de séquelles, mais ça va, elles sont... C'est là qu'on est content de vivre en France, parce qu'il y a la sécurité sociale. Quoi. On a une couverture sociale. Voilà, il faut le dire aux gens. Il y a ça et aussi l'assistance publique aussi. Ouais. Qui ont mis des moyens colossaux. Ils sont extraordinaires. Je sais pas combien est la journée d'hospitalisation. Bien sûr, bien sûr. C'était énorme. Alors Franck, vous allez vous paxer avec Clémentine alors? C'est déjà fait. Hein. Ah, c'est fait? Désolé. Vous êtes paxé avec Clémentine. Tout va bien là. That I've got you under my skin.
Voilà, le bouquin est aux éditions Alary. C'est passionnant, c'est une histoire extraordinaire. Bravo à tous les deux, à vous aussi. Et on passe maintenant à notre T'étais où de la semaine? Smaïn, rebonsoir. Salut. Alors Smaïn, vous êtes notre T'étais où de la semaine. Vous avez dit un jour, ce qui compte aujourd'hui, c'est l'apparence. Quand tu ne parais pas, tu disparais. C'est vrai. Oui, tu disparais. C'est le monde moderne. Alors on vous voit moins à la télé, c'est vrai que vous avez déclaré, la télé m'emmerde, on m'invite souvent, mais je n'ai pas envie d'y aller. C'est vrai. Pourquoi vous êtes là ce soir, là? Bah, je suis là parce que j'ai un livre qui sort. Puis on se connaît depuis longtemps. Puis Très on longtemps. se connaît aussi, bien sûr. Donc effectivement, ça justifie quand même que bon, vous soyez un peu là quand même. Bien sûr. Bon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Smaïn, s'il y en a, on peut dire que vous avez été le premier arabe marrant en France. Oh, j'aime pas le mot arabe. Bah, mais comment on peut dire? Premier comique d'origine maghrébine, voilà. C'est moins rapide, mais oui. Alors, vous avez ouvert la voie, en tous les cas, à tous les autres, à commencer par Jamel Debbouze. Vous dites, j'ai mis la clé dans la serrure. C'est vrai qu'avant vous, il n'y en avait pas beaucoup. Oui. La clé dans la serrure, ça signifie quoi? C'est-à-dire que effectivement, j'étais le premier, peut-être à l'époque, dans un contexte politique, on va parler l'éveil de minorités, Mitterrand, la gauche au pouvoir, la marche des beurs, c'est très important. J'ai été le premier à répondre immédiatement à cette question. Ouais. Où sont-ils? Il y en a un. Puis il y en a un, il n'est pas dans le fait divers, il y en a un, il fait rire. Vous avez été effectivement le symbole des années SOS Racisme, le beurre de la France, black, blanc, beurre. Oui. Les Français vous ont adoré. On regarde. On était obligé de leur dire de ne pas vous aimer, vous allez voir. Oui, vous aimez? Oui, oui. C'est quelque chose de moderne, en tout cas. Ça se passe à nos jours. On ne peut pas vraiment l'ignorer, mais... Attendez, c'est bien, mais on a trop de bonnes réactions. Tout le monde l'aime bien. On a besoin d'avoir un peu l'avis des deux côtés. Hein. Donc vous allez dire que vous ne l'aimez pas du tout. Comme ça, ça nous permet d'équilibrer le sujet. Hein. Mademoiselle, on tourne. Mademoiselle, que pensez-vous de Smaïn? Oh... j'aime pas trop, quoi. Monsieur, on fait un sujet sur lui, mais tout le monde l'aime bien. Alors on est un petit peu dans la merde, là. Monsieur, ça tourne. Monsieur, que pensez-vous de Smaïn? Ah, j'aime pas du tout. Il est arrivé trop vite, il a été un peu propulsé. Si vous aviez quelque chose à lui dire en face, ce serait quoi? À lui dire en face c'est un truc hyper désagréable. Qui retourne chez lui. Monsieur, si vous aviez quelque chose à dire en face à Smaïn, ce serait quoi? Qui retourne chez lui. Il est horrible, il est lamentable, il est nul, il est grossier, vulgaire, il se moque de tout, il respecte rien, je l'aime pas. Ben, s'il était en face de moi, je crois que je lui cracherais au visage. Voilà. Heureusement qu'il était là. Hein. C'est l'époque où vous disiez, je suis moitié français, Poitiers arabe. Oui. J'adore cette phrase. Amoureux de la langue française, évidemment, et les jeux de mots. Alors, Smaïn Feyrouz, vous êtes né le 3 janvier 1958 à Constantine, en Algérie, de père et de mère inconnus. D'abord, vous êtes recueilli à la goutte de lait. Bravo, oui. Hein, avant d'être transféré chez les bonnes sœurs de l'hôpital de Constantine, et ensuite adopté à l'âge de 2 ans par un couple de Français d'origine maghrébine, sans enfant. Et c'est une femme juive, Madame Zerbib, qui vous ramène en métropole. Alors finalement, orphelinat catholique, bonne fée juive, famille d'accueil musulmane, c'est très œcuménique tout ça. 3 livres, une seule reliure. Voilà, c'est bien. Alors votre père, qu'on appelait Bouboule, était balayeur municipal et votre mère était femme de ménage. Vous avez une enfance assez heureuse jusqu'au jour où vous avez presque 12 ans. La maîtresse vous attrape par l'oreille comme ça, vous sort d'un truc et vous dit « Tu devrais bien travailler car tes parents ne sont pas tes vrais parents. » Oui, non, ça a été brutal. Ah, très brutal. Et voilà pourquoi je suis devenu un humoriste. Ouais, pour vous en sortir, vous avez envie de devenir quelqu'un, et effectivement, dans le spectacle. Alors, vous regardez beaucoup la télé étant enfant. Oui. Vous êtes fasciné par Gilles Margaritis, par La Piste aux étoiles, Roger Lanzac. La télé, évidemment. La vraie télé de l'ORTF. C'était le bocal, ça a été la transmission. Je ne parle pas au nom de tous les orphelins, mais l'orphelin est suspendu. Ça, vous savez d'où vous venez, mais vous ne savez pas où vous allez. Ouais. L'orphelin ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas où il va. Ouais. Donc on est suspendu. Donc on est les spectateurs de ce monde. On écoute.
j'ai pas de choix de religieux, j'ai pas de choix politique, je prends tout et je grandis en me nourrissant des autres. Alors à l'époque, vous vous identifiez beaucoup à Mehdi, l'orphelin de Ben et Sébastien. Et ce qui est incroyable, c'est sans le savoir. Ouais. Sans savoir que j'étais orphelin, je suis complètement en admiration devant Mehdi et devant ses feuilletons. C'était le fils du pacha de Marrakech, Ouais. Marrakech. du Glaoui. Alors, après le décès de votre père adoptif, vous intégrez un foyer de la DAS rue Vaugirard. Vous êtes chargé de balayer le salon télévision, décidément. C'est génial, hein. C'est génial. Je m'enfermais dans la salle de télévision, j'allumais la télé, et je me rappelle à l'époque, il y avait FIP 514, il y avait le cinéma, il y avait la musique, il y avait beaucoup de jazz, et avec mon ballet, je m'inventais déjà mon métier sur les musiques de Michel Legrand. À 16 ans, votre mère adoptive meurt, et vous êtes votre troisième maman, donc Barka. Et là, pour conjurer toutes ces souffrances et tous ces déracinements, vous vous lancez dans la carrière de comédien. Vous faites une première audition qui se passe pas très bien. Et le magicien qui a passé l'audition avec vous dit « Tu devrais aller au caveau de la Bolée, à Saint-Michel. » Et vous y restez 3 ans. Oui, parce que je présente au concert. Moi, au départ, je voulais être comédien. Ouais. Et c'est vrai que le contexte n'était pas vraiment favorable. La tête que j'avais, puis le patrimoine culturel français n'offrait pas vraiment de rôle. Donc je présente le conservatoire, je suis parti au conservatoire et on me conseille de faire du cabaret. Donc je fais du cabaret et j'ai fait rire. Voilà, jusqu'au jour où vous êtes repéré par un talent scout du Petit Théâtre de Bouvard. Et le premier sketch que vous jouez chez Bouvard, c'est encore un balayeur. C'est un balayeur qui est là parce que le film a eu un César, ça te parlera, et personne ne vient chercher le César. Et donc c'est le balayeur, encore une fois, qui vient chercher la récompense. Oui. Il fallait que je trouve une idée originale et Bouvard a ri. Ça a marché. Et ça a marché. Alors, le jour où le sketch passe chez Bouvard, vous voyez l'émission dans un magasin de télévision. Ah, mais ça, oui, parce que ça, c'est extrêmement émouvant. Parce que... C'est énorme, il y a 60 télés devant vous, voilà. Et vous voyez sur 60 télés. Ouais, je dis à un copain, je dis à un pote, je dis, viens, je passe à la télévision ce soir. Il ne me croyait pas, Malik et tout. Je dis, alors on va à Place des Innocents, et il y avait un grand magasin où il y avait plein de télés, et j'attends 19h45, et à 19h45, les télés s'allument, et là, je vois ma tête sur 60 télés. Et je vois la tête de mon pote Malik qui me fait non, c'est pas possible. Tu vois, je passe à la télé. Je passe à les télés. Je passe dans les télés, ouais. Alors, moi, je l'ai découvert en 86 au Tintamarre. Je me suis bien marré. Le spectacle, c'était A Star is Beurre. Et il y avait le fameux sketch du président Beurre. Cher Francis, cher François, vous m'avez élu au chauffage universel. Je tiens à vous dire merci. Merci. Et un script qui me fait le décompte dans l'oreillette, elle se marre. Ça fait plaisir. Ouais. Alors, 10 ans plus tard, vous recevez le Molière du meilleur one-man show. 30 ans plus tard, vous êtes toujours sur scène avec votre spectacle qui s'appelle Mon dernier avant le prochain. Mais quand même, vous avez déclaré, j'en veux aux dealers d'opinion qui ont dit que j'étais devenu un has-been. Vous pensez que vous êtes un has-been? Non. Non. Ça va, has-been. Non, mais parce qu'il faut jouer le jeu en même temps. Moi, je fais ce métier en me donnant entièrement. Voilà, parce que c'est merveilleux d'entendre d'où je viens, des rires. Le rire, pour moi, c'est une manière de retrouver une famille, c'est le fait de se réunir, c'est le partage. Alors évidemment, quand on fait ce métier, il y a toujours ce qu'on appelle le dealer d'opinion qui vous aime, qui vous déteste, qui fait de vous... ou qui... J'ai appris à m'en foutre. Ouais, moi aussi. J'ai appris, mais ça m'a fait beaucoup de mal. Mais il y a un truc, c'est-à-dire que vous avez perdu vos parents adoptifs assez jeunes, et finalement, vous avez eu le droit de rester un enfant. Parce qu'il n'y avait plus personne pour vous dire « tu n'es plus un enfant ». Oui, j'ai eu la chance de rêver ma vie, comme nous sommes tous ici. On a rêvé notre vie et on l'a fait. Je suis monté sur scène, j'ai donné, être à l'Olympia, ouverture rideau à l'Olympia, se retrouver devant un public, alors que 30 ans avant, je suis là en train de regarder Johnny Hallyday. À 6 ans, je regarde Johnny Hallyday, puis soudain, 30 ans après, je suis là sur scène. Je dis, putain, le cadeau de ma vie extraordinaire, de d'où je viens, c'est extraordinaire ce qui m'arrive. Et puis après, le temps passe. Et puis après, on n'est plus, on devient quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, voilà, je suis là pour vous dire que je suis quelqu'un d'autre. Vous êtes allé en Algérie pour savoir d'où vous veniez. Vous êtes allé à Constantine. Vous avez fait 3 hôpitaux. Et à la sortie, vous tombez sur le dossier
Et vos parents, il y a marqué X. X. Vous ne savez pas, en fait. Non, pire que ça. Je vois Smaïn Férouz. Et à côté, hop, je vois le nom de mon papa et le nom de ma maman. Alors je me précipite comme ça. Je m'étais trompé de ligne. Ah, putain. Et en dessous, il y avait XX. Donc je suis un enfant né sous X. Alors aujourd'hui, vous avez pris un tournant dans votre carrière en vous concentrant sur l'écriture. Vous dites, j'ai toujours été amoureux des mots, j'ai toujours été amoureux de l'outil de la langue française. Et c'est vrai, moi je vous ai vu jouer Molière, bien sûr. Enfin, je veux dire, Et puis je vais là où on ne m'attend pas. Ouais. J'aime surprendre. Alors Smaïn, vous avez publié à la rentrée un recueil d'aphorismes intitulé Les pensées de Smaïn, publié aux éditions Fortuna. C'est bien écrit, c'est drôle, c'est tendre, c'est poétique. Comme vous l'écrivez, vous flirtez avec les mots en y mettant la langue. Oui. J'adore cette phrase. Parce que la langue française est merveilleuse. Ouais. Ici la voix. Mais je vous en prie. Thierry, après l'intelligence des débats et l'émotion de Smaïn, j'aimerais pas être à la place de commandeur. Non, mais c'est vrai. Il y a un côté Pierre Dac, Alphonse Allais dans ce bouquin, quoi. Alors, attends, si je puis me permettre. Moïse était un enfant du Nil. Moi, je suis un enfant de la Seine. Ouais. Si je savais d'où je viens, je vous dirais qui je suis. Mais comme je ne sais pas qui je suis, je me demande parfois ce que je fous là. Et on passe maintenant à notre deuxième théotop du top de la semaine. Amir, rebonsoir. Amir, mesdames, messieurs, Amir, l'homme qui chante encore mieux quand on lui tourne le dos. Alors Amir, très heureux de faire votre connaissance parce qu'en fait on ne se connaît pas. Vous avez été la révélation de l'année 2016 en France avec près de 300 000 ventes pour votre premier album en français intitulé « Au cœur de moi ». Et vous êtes là ce soir, Amir, pour votre deuxième album en français qui s'appelle Addiction. Mais d'abord, on va parler un petit peu de vous. Ici la voix. Oui. Thierry, je vous signale que du temps de Jean-Pierre Foucault, l'Amir était à la télévision toutes les nuits. Alors, Laurent, Amir, Cliffa, Kédider, Haddad, heureusement que vous vous appelez Amir. Voilà. Alors, vous êtes né le 20 juin 1984 à Paris, dans le 12e. Père médecin radiologue, mère artiste plasticienne, tous deux juifs séfarades. Vous naissez, Amir, sans la partie externe de votre oreille droite. Oui. À 16 ans, on vous reconstruit une oreille. Esthétiquement, oui. Mais vous ne souhaitez pas qu'on vous répare votre audition. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'entendez que d'une oreille. Oui. Ah, je comprends. Tout va bien. Alors, vous grandissez à Sarcelles, et à 8 ans, vous déménagez en Israël. C'est votre mère qui voulait faire son alia, c'est ça? Elle venait de là-bas, donc Ouais. c'était pour elle un retour. Elle est retournée là-bas. Oui. Alors là-bas, vous apprenez à chanter dans la synagogue du quartier, et vous faites votre service militaire dans les rangs de Tsahal, ce qui vous sera d'ailleurs reproché au moment de l'Eurovision par des antisionistes. Ça vous a fait souffrir, ça? Absolument pas. D'accord, c'est bien. Ensuite, vous faites des études à Jérusalem pour devenir dentiste. Mais la même année, vous participez à la nouvelle star israélienne qui s'appelle Kochav Nolad. Voilà, c'est pour ça que je ne le dis pas. Donc, ensuite, vous faites un album en hébreu avec une chanson incroyable. On écoute. למצוא מילים שמבטאות את מה שלא יוצא בלי קלישאות. אולי זה זמן לא טוב, אבל אני מתאמן. Shalom. Je t'aime. Et voilà. Et donc, vous rencontrez Patrick Bruel.
Lui, il vous fait chanter avec lui devant 8000 personnes, et là, c'est parti, quoi. C'est parti à l'intérieur de moi, mais Ouais. voilà, ça a mis beaucoup plus de temps pour que ça décolle, parce que j'ai attendu 2014 pour participer à The Voice en France, et entre-temps, j'ai terminé mes études. Mais c'est vrai qu'il a semé une graine, il m'a donné envie. Et là, il a fallu expliquer à votre mère que vous allez être chanteur. J'ai fait ça progressivement, il Que vous fallait ne être seriez malin pas avec elle. dentiste. Voilà. Elle a dit Dieu nous protège. Ouais. Mais moi, je suis sûr que votre mère, elle a toujours pas dit à ses amis que vous n'étiez pas dentiste. Elle a mis du temps pour Ouais, je suis l'accepter sûr. parce que c'est clair que c'est le genre de choses qui font une fierté chez une maman comme les nôtres. Et il a fallu que je lui fasse des preuves qu'on pouvait réussir dans d'autres métiers et être honoré et respecté à travers d'autres métiers, ce qui pour elle n'est pas naturel parce qu'elle raisonne avec un raisonnement très classique qui est diplôme, statut social, routine de travail classique. Et c'est pas comme ça du tout que j'ai vu ma vie. Et dès qu'il y a eu une petite ouverture pour faire quelque chose qui me plaît vraiment, qui me rend foncièrement heureux, j'ai tenté ma chance. Voilà, là, en voyant que le passage sur la nouvelle star israélienne ne fait pas décoller votre carrière, vous rentrez en France, vous faites The Voice, vous finissez 3e derrière Kenji Girac et Maximilien Philippe. Ensuite, vous faites l'Eurovision. Oui. Vous finissez 6e, ce qui pour la France est extraordinaire parce que jusque-là, on était 27e ou 28e. Ensuite, vous ramassez je ne sais combien de Energy Music Awards, révélation francophone, chanson de l'année. Voilà, donc là, c'est la fin du flashback. On en est au 2e album qui s'appelle Addiction. Moi, quand j'ai reçu l'album, j'ai cru que c'était un disque de Pete Doherty. Pas du tout. Addiction avec un S. Putain, vous avez plusieurs... C'est un punk, en fait. Ah ouais. C'est un vrai Elles sont punk. pas malsaines, hein. Faut quand même que je recadre les choses. J'ai cherché un mot fort qui concentrait en lui mon ressenti de ces dernières années. Ce tempérament de toujours accélérer la machine et toujours travailler encore plus, c'est dû à quelque chose de plus fort que juste aimer le métier. Et je pense que je suis addict à tout ce qu'il m'apporte. Ça fait plaisir. C'est un peu un album miroir du premier, quoi. C'est la même équipe, c'est les mêmes thèmes. Je voulais pas changer une équipe avec laquelle ça fonctionnait, mais c'est surtout qu'on a commencé à l'écrire 2 semaines après la sortie du premier, qui était un album de surface, de présentation. Pour moi, n'englobait pas toute l'histoire. Et il fallait raconter la suite et vite avant de perdre les gens. On regarde à quoi ça ressemble. Reprends la main, je veux dire la mienne. Faisons le plein pour fuir loin de la peine. Si ton cœur détale, rupture brutale, moi l'image retient ma respiration. Je compte à rebours, je guette ton retour dans tous mes états d'amour. Dans mes états, tous mes états d'amour. Donc, le nouvel album, effectivement, s'appelle Addiction. Le titre qu'on vient d'entendre, État d'amour. Et vous serez le 8 novembre 2018 à Playel. Vous savez déjà ce que vous faites le 8 novembre 2018 ? Ouais, parce que c'est une tournée qui commence au mois de mai, mais qui va durer plusieurs mois. Ici la voix. Oui. Thierry, vous m'aviez promis d'inviter quelqu'un d'antipathique. Je constate que vous ne tenez pas vos engagements. Alors, toujours l'amour. Et quand vous aviez 4 ans, votre maîtresse, je pense à l'école, votre maîtresse, votre maîtresse, Va doucement avec ça. elle s'est plainte à votre mère parce que vous découpiez des photos de filles en bikini. Ah, quand même. Je pense que j'étais très tôt très hétéro. Ah ouais, ouais. Et ça se voyait. Et ça se voit encore, hein. Voilà, mais c'est des anecdotes qui restent Ah, mais c'est plutôt marrantes. extraordinaire, à 4 ans, je veux dire. Jamais quelque chose de trop malsain, mais c'est vrai que c'était un truc qui m'intéressait un peu. Nous, à 4 plus ans, que... je faisais, on mettait des cierges. Oui. Alors, il y a... Sur l'album, il y a une chanson avec votre épouse, qui s'appelle Vital. La chanson s'appelle Idéal Idylle. C'est le grand amour, là. Alors, ça semble, oui, parce que le titre, etc. Mais il faut dire que c'est un duo qui est né par hasard. Et qu'en fait, la chanson parle d'une rupture, d'un lendemain inconnu dans un couple. Donc, forcément, si je suis un garçon intelligent, je ne vais pas proposer à ma femme de chanter un truc pareil. Mais comme elle chante bien, elle était venue en studio faire la maquette que je devais envoyer à une chanteuse. Et à l'étape juste avant d'envoyer à la chanteuse, on écoute tous la maquette et on se dit, mais ça fonctionne très bien comme ça. Mais quand elle vous a connu, vous étiez encore dentiste ?
Oui, j'étais à la fac. J'étais Ah ouais, pas tu vois, encore donc ça veut dire dentiste. qu'elle vous aime vraiment. C'est vrai que ça c'est parti sur des bases qui sont complètement saines et je pense que c'est pour ça que je dois m'accrocher à la valeur de cette relation. Mais c'est important, je pense, dans notre métier, de garder le maximum. Dans notre métier, de garder le maximum de repères. Tu es super sérieux, tu rigoles ou quoi? Vous fumez? Je ne fume plus. Est-ce que vous buvez? De temps en temps. Est-ce que vous avez déjà dit à une femme, tu sais que tu as de la chance d'être avec moi? Non, je ne lui dis pas, je lui montre. Est-ce que vous portez de la vraie fourrure? Alors, si moi je mettais un manteau de fourrure, j'aurais l'air d'un acteur de film porno. Oui, Orlando. Vous rangez vos ongles? Ouais. Je me range les ongles des pieds. Des pieds, moi aussi. Oui, parce que c'est super dur. Je deviens presbyte et j'arrive plus à voir quand je les coupe. Donc je les ronge, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà séduit la femme d'un pote? Non, j'ai que des potes célibataires. Ils sont intelligents, mes copains, ils ont mon âge. Vous avez déjà tout cassé dans un hôtel? Non. Moi, non, dans les hôtels, je remets même les tableaux droits comme ça. Un peu cher, qu'il est brave. Vous avez déjà fait payer un autographe? Payer un autographe? Non, non. Non, puis je donne pas d'autographe, je déteste le public. Vous avez déjà rigolé à une blague raciste? Oui. Oui. Oui, et c'est à partir de là qu'elle devient raciste. Sinon, c'est une mauvaise blague. D'accord. Est-ce que vous donnez des notes aux filles avec qui vous couchez? Oui, mais des notes de musique. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et parfois, sodo, mi, ré, do. Est-ce que vous avez déjà eu une expérience homosexuelle à plusieurs? Oui. À plusieurs? Non. Et on passe maintenant à notre invité culte de la semaine. C'est toi. C'est toi. Victoria Abril, rebonsoir. Alors, comment ça va? Thierry, tu ne veux pas faire Arnaud parce qu'elle a déjà beaucoup parlé. Si on faisait Arnaud avant, ce serait plus logique. Alors, j'adore votre accent, c'est un accent extraordinaire. Vous pouvez prendre n'importe quel mot du dictionnaire et le rendre sexy et langoureux. Dites-moi par exemple, Imodium. Imodium. Et voilà, même Imodium. Non, ça fait 40 ans que vous êtes en France, vous n'avez pas progressé. Vous faites exprès Que je n'ai pas progressé? Alors, dis-moi, est-ce que tu as gardé cet accent parce que tu as peur qu'on ne te reconnaisse plus? Après 30 ans de vie en France, oui. Ça ne sert à rien de vouloir parler français comme 60 millions de Français. Oui, c'est vrai. Tu restes Victoria Abril avec ton accent à toi. Et comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Ah, il n'y en a qu'une. Il y en a qu'une. Il n'y en a pas beaucoup. Ah, Ici Lebois. Oui. Est-ce que vous savez besoin que je prévoie un sous-titrage pour Victoria Abril ou c'est pas la peine? Non, ça va aller. On va se démerder, mais bon. En tous les cas, vous remettez en cause tout le système éducatif d'apprentissage des langues par l'immersion dans un pays. Non, le problème, c'est qu'une langue, si tu ne l'apprends pas avant les 10 ans, tu garderas l'accent à vie. Toute ta vie, c'est vrai. Donc, arrêtons de faire un château en Espagne. Tu gardes l'accent. Viva España, qué belles histoires romantiques. Et viva España. Ah, ma chérie. Alors, au sujet du mouvement Balance ton port, vous avez déclaré, personne ne m'a jamais demandé de passer par une chambre pour faire un film. Je commence à me demander pourquoi. Bah oui. Bah oui. Parce qu'elle couche dans les bureaux, c'est simple. Non, mais moi aussi, parce que regardez ces photos, quand même. Ah oui. Ouais. Oui, ça, c'est Cannes. Ah, Et bonita. Eh, bonita, muy bonita. Oh là Mais tu sais, c'est dans les Alien. années où il n'y avait pas le politiquement correct. Voilà, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Ça, c'est les ouais. Goya en Espagne. Ouais, ouais. Alors, c'est vrai que vous n'avez pas été tellement harcelé par les producteurs, vous? Jamais. C'est bizarre, quand même. Jamais, jamais, jamais. Après le mouvement Moi aussi, qui défend les femmes harcelées, on dit que vous allez lancer le mouvement Et moi, pour celles qui n'ont pas... celles qui n'ont pas encore été harcelées. Non, je voulais quand même rompre une lance pour les hommes. On va pas mettre maintenant tous les... On va pas faire de l'amalgame, hein, comme tout à l'heure. Oui, on va pas essentialiser, comme dirait Louis Plenel. C'est-à-dire, vous dites que les hommes ne sont pas tous des porcs, ça va trop loin. Il y a un juste milieu à trouver. Voilà. Qu'est-ce qu'on serait sans eux?
Ben voilà. Qu'est-ce qu'on serait sans vous? Rien. Des branleurs. Alors, Victoria, vous trouvez l'époque beaucoup trop politiquement correcte. Vous dites on est à une époque où il y a des ministres qui démissionnent pour un tweet, quoi. C'est Oui. n'importe quoi. Mais c'est fou, c'est vrai. Oui, oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont pris le pouvoir, on ne peut plus rien dire. Vous n'êtes pas réseaux sociaux, vous. Non, non. Je refuse de vivre à travers un téléphone, au lieu de vivre vous avez en parfaitement direct raison. la vie. Car vous J'ai êtes- pas le temps, j'ai d'autres chats à fouetter. Et puis j'ai passé ma vie, j'ai passé plus de 30 ans à justement cacher l'endroit de mes vacances, de créer un poquito de mystère. Qu'est-ce que ça veut dire là maintenant? Je me lève, je me couche, je mange ça. Non, Mais un vous poquito avez- de mystère. Ça l'énerve, tu l'as énervé. Non, mais elle a parfaitement raison. Vous dites un truc très intelligent. Vous dites quand on est quelque part, il vaut mieux regarder que photographier. Ça, je trouve que vous avez parfaitement raison. Oui. Alors, nous y sommes. Vous êtes ici ce soir pour Paprika, donc la nouvelle pièce de Pierre Palmade au Théâtre de la Madeleine. Alors, le pitch, Eva, c'est-à-dire vous, est la présentatrice d'une revue de striptease à Pigalle. Ménès de revues et d'hommes aussi d'ailleurs. Voilà, elle enchaîne les conquêtes. C'est une croqueuse d'hommes, hein, c'est une... Voilà. Et là, un matin, débarque chez elle un dénommé Luc, qui est joué par Jean-Baptiste Monnier, Sublime. sublime garçon, qui a 28 ans, donc il frappe à la porte et il dit « Je suis ton fils », voilà. Et sous Il est le fils d'Eva, et moi j'ai l'aîné. Vous dites « Je suis Paprika », donc la femme de ménage, et je dois dire, vous êtes assez formidable dans le rôle. Là, Merci. franchement, non, vraiment. Ay, querido. Finalement, le personnage est très proche de vous, en fait. La fille qui boit, qui se tape des petits jeunes. Non, perdona. Dans ça, c'est pas bon. moi. Hein? Ah, c'est non, pas non, vous. non. Mais sinon, si cette femme se rassemble à moi, c'est parce qu'elle n'a ni Dios ni amo. Ouais. Ni Dieu ni maître. La dernière fois que vous êtes monté sur scène, c'est en 1986. Voilà, avec Lydie Dress. Eh oui, avec Junio. Puis ensuite, il y a eu les films, il y a eu les enfants. Vous avez Voilà. plus fait de théâtre et on est heureux de vous revoir au théâtre. Vous êtes vraiment, vous brûlez les planches, comme on dit. Hein. Non, je voulais dire, c'est une des plus grandes actrices françaises Ouais. espagnoles. Ouais. Franchement, que ce soit dans Gazon Maudit, qui est un film. Et ouais, étrangère aussi, c'est ça extra. Ben oui, parce qu'on parlait d'accent tout à l'heure. C'est très très rare de jouer aussi bien dans une langue qui n'est pas la sienne au départ, en plus. Ce charme, ce mystère. Tu sais qu'on était voisins quand on habitait dans les 20e. Ouais. Il était mon voisin. Alors moi, je peux dire un voyais truc. Au premier étage et moi, j'ai vivais en bas. Ouais, et j'étais pas sur Instagram, mais elle était à poil au soleil. Je suis chez moi et chez moi, je fais ce que je veux. Non, mais en fait, Victoria, que ça soit pour chanter, parce que vous avez fait aussi des disques et des concerts sur scène, ou que ça soit pour jouer la comédie, vous adorez la scène, vous dites Ouais. je me prépare toute la journée pour mon rendez-vous amoureux de 21h. Voilà. Oui. Voilà. Là, vous Voilà. vous préparez, là. Là, non, là, tu m'empêches de me préparer. Mais là, je vais partir vite fait. Et effectivement, normalement, moi, je me lève à 2h de l'après-midi. Je prends mon petit déjeuner. Je prépare ma baignoire. Et puis après, voilà, je me fais belle. Dieu me fait belle et je vais au théâtre. Je prends 2 heures au théâtre pour me maquiller, comme si j'allais me marier. Vous dites, Et voilà, c'est comme si je me mariais tous les soirs. tous les soirs. C'est ça, et c'est pour ça que vous êtes C'est génial. excellente sur scène, parce qu'effectivement, il y a toute cette énergie. Alors, vous allez jouer Paprika seulement pendant 3 mois, Voilà. à cause de Clem, la série de TF1. On est quand même loin de Pedro Almodovar. Oui, ça n'a rien à voir. Non, parce que vous avez déclaré, Pedro Almodovar n'est pas mort, mais apparemment, je le suis pour lui. Ah non, c'est parce qu'à chaque fois, on me demande pour lui, et j'ai dû dire, non, mais moi, pour Pedro, je suis morte depuis 25 ans. que Ça je va, suis vous n'êtes venue. pas fâché? Non. Parce qu'on l'a beaucoup vu avec Penélope Cruz, là, quand même. Bah oui, parce qu'il a toujours des muses. Dans les années 80, c'était Carmen Maura, dans Ouais. les années 90, c'était moi, dans les années 2000, c'était Penélope. Il a toujours une muse des 30 ans. Ouais, ah oui. Ouais, c'est son truc. Et maintenant, on va faire la question sous serment. Ça fait peur. Ça fait peur. Et vous avez raison d'avoir peur. Ouais. C'est ce qui est arrivé à Nicolas Sarkozy cette semaine. Alors, Victoria Abril, vous avez quitté l'Espagne par amour. Si. Au début des années 80. Si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez? Bien sûr. Vous regrettez pas d'avoir quitté l'Espagne pour venir en France? Non.
j'ai quitté l'Espagne pour venir vivre mon histoire d'amour en France. Et il n'y a que l'amour depuis toutes ces années qui me fait bouger, qui me fait me réveiller, qui me donne des forces. Vous le jurez? Je le jure. On rallume, elle l'a juré, voilà. On passe à nos invités, qui est un pote de la semaine. Un bon papa, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon papa, c'est plus fidèle. C'est l'interview, t'es un pote, voilà. Alors, Franck Gastambide et Malik Bentala, rebonsoir. Très heureux de vous avoir parmi nous ce soir pour fêter votre succès. Les Caïras, 1 million d'entrées. Pattaya, 2 millions d'entrées. Taxi 5, 3 millions. Et voilà, 3 millions d'entrées avec Taxi 5, c'est pas fini. Il est toujours en salle, le film, donc ça peut aller encore beaucoup plus loin. J'imagine que la première chose que vous avez faite, c'est que vous vous êtes acheté tous les deux un nouveau survêt pour sortir le soir. Alors, la première fois que Franck Gastambide a vu Taxi, en sortant du Gaumont Carré Sénart, il est allé faire des dérapages sur le parking. Et la première fois que Malik Bentala a vu Taxi, il n'avait pas payé sa place. Alors il avait grugé sa place. Ça peut paraître cliché, mais oui. Hein? C'est vrai. C'est vrai. C'est un Et ami aujourd'hui, qui vous avait- êtes dedans. Ah ouais, c'est incroyable. C'est dingue. Ouais, c'est vrai. J'adore ce genre d'histoire. Bon. Alors, j'ai promis à Laurent Baffy de faire une interview. Ça tombe sur vous. Eh oui, comme convenu, prendre un peu d'importance dans cette émission. Alors, quel est le pitch du film? Moi, j'ai pas envie de lui parler, monsieur. Écoute, je reviendrai une autre fois, mais moi non plus. Et on répondra pas. Ouais. Alors, le pitch, donc, vous avez un taxi qui roule quand même assez vite. Et vous êtes dans Marseille. Et il y a un commissaire con comme une pine qu'on a vu dans les précédents épisodes. Comment s'est passé le tournage avec Bernard Farcy? Eh ben, très bien, c'est un acteur. D'accord, la langue de bois, très bien. Est-ce que vous pensez que vous ferez la suite, Taxi 6? Peut-être. Peut-être, donc Ouais, ça ouais. s'est mal passé avec Besson aussi. Non, C'est bon, là, vas-y, là. Tu tiens le bon bout, là. Le principe, c'est que vous avez un nain dans le coffre. C'est ça le pitch? Non. J'ai pas vu le... Mais il y a un nain, oui. Il y a un nain. Et Ah, il y a un noir, ouais. Un, que fait le nain? Deux, a-t-il été payé plein tarif? Il avait évidemment reçu un demi-cachet. Bien sûr. Et il joue un policier. Et voilà. Un policier converti au christianisme. D'accord, le mieux, parce que vous en parlez assez mal, visiblement vous n'aimez pas ce film, le mieux, c'est qu'on regarde la bande-annonce pour voir à quoi ça ressemble. Et tu vois, ça marche pas. Alors, on regarde la bande-annonce pour savoir à quoi ça ressemble. Commissaire, devinez qui fait encore la coupe de Keuf Mag. Allez, sans les barrières. Monsieur le préfet a donné l'ordre que vous soyez muté sur le champ, à la police municipale de Marseille. De Marseille dans le sud? Ah, bien installé. Ça va, ouais. Je t'ai pas dit que tu te plairais ici? Mais là, faut pas trop s'attacher parce que moi, normalement, je vais être muté au raid. Police municipale. Non. C'è Fadaci. C'è un castré condé. Il s'est mis au milieu de la route. C'est pas que sa route à lui. Tu me retrouves le taxi et j'oublie toutes tes infractions. On pourrait peut-être faire équipe tous les deux, non? Comme dans Bad Boy. Donc c'était vrai toutes ces histoires? Mon oncle, c'est une légende à Marseille. Bah le gars a calé là. Mais c'est toi qui me stresse, tu me mets la pression aussi, là, s'il te plaît, je me concentre mal après. Bouge, je prends le volant. Alerte générale. Ça faisait tellement longtemps. On a un problème sévère. Oui, giocare, Les Vital. Giochiamo. Oula. J'ai nommé cette opération Mafia. Le seul italien que je connaisse à Marseille, c'est Rachid. On aurait besoin qu'elle reprenne du service. Je vais lui faire une petite santé. Voilà. Il est caché le plus
Playmobil. Je suis calme. Ne le regarde pas dans les yeux, ne le regarde pas dans les yeux. C'est bon, c'est parce qu'il Il avait le film, c'est bon. Et voilà, donc Taxi 5 de Franck Gastambide. Honnêtement, bravo. 3 millions d'entrées, allez le voir. Là, il y a un slogan, c'est passer la 5e. Moi, j'ai trouvé un slogan. Taxi 5, foncez le voir. Merci Thierry. Merci. Tu m'aurais appelé, je t'aurais donné. Et maintenant, Franck, j'ai une surprise pour vous. Samy Nasseri. Vous n'avez pas été très gentil avec Samy. Hein. C'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Voilà. Je suis un grand fan de Taxi, donc je suis un grand fan de Samy Nasseri et je joins Malik à cette aventure. Et donc très simplement, dans la première version que j'ai créé un rôle pour Samy. Ouais. Et Luc Besson, dès la première lecture, me dit c'est super tout ce que tu as écrit, mais ça sera sans Samy. Ah ouais. Et alors, l'argument de Luc, c'est il faut que ce soit un nouveau duo, il faut que ce soit une nouvelle énergie, et les anciens ne peuvent pas venir aider le nouveau duo à vaincre les méchants. Il faut que ce soit vous. Si vous êtes les nouveaux héros, c'est vous qui finissez l'histoire. Donc je finis par demander à Luc si on peut envisager une apparition de Samy. Un rôle de dealer? Non. Non, justement, j'avais vraiment prévu de lui faire une apparition. Je voulais que les gens applaudissent dans la salle quand il allait apparaître. Vraiment, j'avais très envie de ça. Donc on se rencontre avec Samy, je lui propose. Il me semble intéressé par l'idée puisque les négociations financières commencent. Et puis finalement, il se rétracte en considérant que le rôle était trop petit. Donc on était très déçus de ça. En même temps, je peux comprendre que Samy avait des ambitions plus importantes. Ouais, mais bon. Et puis là, je viens de dire dans la presse qu'il serait ravi d'être dans Taxi 6. Donc je suis très content que tout s'arrange. Mais je connais Luc Besson, je te connais, voilà. Je sais que tu as raison et que tu dis la vérité. En tout cas, bravo Franck, bravo. Merci. Très bien. Tu sais que c'est mon kiff. Ouais, je sais. Ah ouais, fan de Seth Gecko qui chante ça, c'est mon kiff. Alors, je vois Olympia 25 au 28. Ah ben c'est toi. Ouais. Ah mais c'est toi. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle Encore. Ça s'appelle Encore, ouais. Et t'es à l'Olympia alors. Exactement. On va aller te voir, fils. Avec volontiers, vraiment. Ah ouais. Avec volontiers. Avec volontiers, c'est un ami entier. Non, mais tu seras en carré hors Bouteflika, vraiment, tu viens. Non, mais on vient. T'es bienvenu, vraiment. Tu es content de rencontrer Lisa Razou quand même. Bien sûr. Si c'est important pour toi. Bien sûr, non, mais je suis un grand fan des générations 80. C'est pas réciproque, hein, regarde ça. Tu regrettes un peu ce que tu m'as dit en loge. Moi, j'aurais mis Candela titulaire en 98. Alors, tout le monde répond, sauf Lisa, évidemment, parce que bon, vous connaissez la réponse. Simplement, vous validez. Alain, on se concentre. Parmi les champions du monde 1998, qui a monté une écurie automobile pour faire les 24 heures du Mans le 18 juin? Barthès, bravo. Malik Bentala, 1 point. Parmi les champions du monde 98, qui est manager général de l'équipe de France de Guyane. C'est tout. Un gardien de but? Bernard Lama. Bernard Lama, bravo. Qui est entraîneur de l'équipe de Tahiti? Tahiti Bob, je sais pas, non. Non. Paréo? Non. Il est gardien de but aussi. Ah, il est gardien de but. Charbonnier? Oui, Lionel Charbonnier. Bravo. Je savais pas ça. Qui possède un restaurant près de Montpellier? Là, tu te refais toute la. Quel poste? Ouais, je fais la compo. Quel poste on peut avoir? Je vois la Romain. À Candela. Candela. Bon, ça c'est facile. Qui a entraîné le PSG? Laurent Blanc. Laurent Blanc, tout le monde aurait pu répondre. Qui est consultant chez Beansport? Robert Pires. Ouais, De Sailly aussi. De Sailly aussi, ouais. Qui donne tout le temps son avis sur l'immigration, même quand on ne lui demande pas en fait? Ah, Thuram, bravo. Qui fait du théâtre? Le Bœuf. Le Bœuf, ouais, bien sûr. Malik, ouais. Attends. Qui a été entraîneur de golf? Laurent Blanc, il en fait beaucoup.
Mais c'est pas Laurent Blanc. Entraîneur milieu de de terrain. golf. Il est milieu de terrain. D'origine arménienne. Il a joué en Italie. En Italie, milieu de terrain. Bogossian. Oui. Ah, Ouais, bon, voilà. Alain Bogossian. Qui est parti promouvoir le football en Océanie? Carambeu. Oui. Ah ouais. Qui s'occupe de foot amateur? Après avoir été chanteur, malheureusement. Yuri Djorkaeff. Oui. Ah, yes, ouais. Ah, ouais. Qui dit du mal de Zidane chaque fois qu'il le peut? Manuel Petit. Oui. Trop fort. Qui est entraîneur du New York City FC? Non, Patrick Vieira. Ouais. Malik. Qui cartonne au Real? C'est facile. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Qui flingue tout le monde à la radio? Ah ouais, c'est Christophe Dugarry. Bravo. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Qui dirige l'équipe de France des moins de 17 ans? Jean-Luc Lay. Il est gaucher. Là, je l'ai pas, ça m'échappe. Ah, je l'ai pas, moins de 17 ans. Auxerre. Hein. Auxerre. Bernard Diomède. Qui est ambassadeur de la Juve? Oui, David Trezeguet. Oh là là. Qui vend des piscines? Qui marche. Ouais. Je l'attends depuis tout à l'heure, qui marche. Qui a une énorme bite? Ah, c'est connu, c'est... L'Anaconda. Ouais, c'est Thierry Henry. Thierry Henry. Qui fait des striptease en boîte de nuit en Suisse? Oh là. Tu sais? Jérôme Cahuzac. Et pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.